underground music. I've always liked that question. I never noticed his nose till about 6 months ago. And my mother asked me before I left for America if I wanted any sandwiches. Oh, when I plugged her in, she just blew up. Tell me, how did you find America? Turn left to Greenland. Has success changed your life? Yes? I'd like to keep Britain tidy. Are you a mod or a rocker? No, I'm a mocker. Have you any hobbies? No, actually, we're just good friends. Do you think these haircuts have come to stay? Well, this one has, you know. It's stuck on good and proper now. It's frightfully nice. What would you call that hairstyle you're wearing? Arthur. No, actually, we're just good friends. Yours are brown, aren't they? What do you call that collar? A collar. Oh, Do you often see your father? No, actually, we're just good friends. how do you like your girlfriends to dress? But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 23. Cette semaine, émission Insectes et quelque chose est révolutionner la musique. Retour sur le cinéma des Fab Four, leurs variations, leur musique et l'intolérable génie de leur production. Comme disait Liam Gallagher, John Lennon. I'm Ringo and I play the drums. I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est les mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris, nous l'avions annoncé la semaine dernière, nous allons parler du fameux groupe britannique les Beatles, à l'occasion notamment de la disponibilité au mois de novembre dernier du documentaire réalisé par Peter Jackson, Get Back, sur la production de l'album Let It Be en 1969, et par là nous allons revenir de manière générale sur la carrière des Beatles en musique mais aussi au cinéma, que ce soit dans leurs avatars de fiction, les divers documentaires qui ont été consacrés et les films dont les Fab Four ont été eux-mêmes les vedettes. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique cinématographique et musicale du Grand Ouest, donc c'est le Boys Club de retour, donc car comme la semaine dernière il est de retour, il y a le docteur Massuet. Bonsoir JB. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Un autre docteur, c'est le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et avec nous de retour dans cette émission, notre spécialiste Beatles et musique, on peut le dire, notamment un spécialiste français, car il avait consacré son Master 1 de cinéma au rapport entre les Beatles et le cinéma, donc c'est Mathieu Bonheur. Bonsoir Mathieu. Salut Thomas, salut les amis. Et donc voilà, et bien évidemment à la mise en son de cette émission, il y a notre Georges Bartinanou, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, de toute façon on va pas faire de news, d'agenda, tout ça, parce que je pense que le sujet du jour sera quand même assez serré et important comme ça. Donc comme je le disais, depuis le mois de novembre, il y a disponible sur Disney+, donc un peu partout sur Internet, le film de Peter Jackson, Get Back, qui est consacré à la production de l'album Let It Be, qui est le dernier album sorti par les Beatles en 1970, mais l'avant-dernier à avoir été mis en boîte, on va dire, au début de l'année 1969, puisque l'album aura connu une post-production assez compliquée qui passera notamment dans les gros doigts de Phil Spector, qui en profitera pour refaire son mur du son par-dessus les productions des Beatles. Mais nous allons revenir un petit peu là-dessus. Et ce film de Peter Jackson, en fait, est composé de quand même beaucoup de rush d'un film sorti en 1970, réalisé par Michael Lindsay Hogg, qui avait suivi toute la production de l'album avec ses équipes. Michael Lindsay Hogg, c'est un réalisateur anglais qui avait déjà fait pas mal de clips avec les Beatles et avec les Rolling Stones, notamment quelques mois avant leur Rock'n'Roll Circus avec la bande Mick Jagger, dans laquelle apparaissait d'ailleurs John Lennon. Et donc il va suivre toute la production de cet album, production assez compliquée, et il en tirera en 1970 donc le film
Let It Be, film plutôt à charge, on va dire, sur l'ambiance entre les différents Beatles, où on avait vraiment l'impression que c'était une guerre ouverte entre tous les membres du groupe qui ne pouvaient plus se blairer, et que de toute façon, quelques mois plus tard, enfin 1 an après, le groupe allait splitter au moment de la sortie du premier album solo de Paul McCartney, si je ne m'abuse. Et donc en fait on voit via ces à peu près 160 heures de rush audio et 70 heures filmées que finalement le film de Michael Lindsay Hogg était assez mensonger, voire un peu putassier. Et là ça permet un peu de remettre en perspective les choses et le talent créatif des Beatles, qui à l'époque, loin de ne faire que de se tirer dans les pattes, était quand même beaucoup plus libre et avait une ambiance beaucoup plus joyeuse que ce qui était montré dans ce film original. Donc comme je le disais, on va quand même partir plutôt du documentaire de Peter Jackson, à la fois dans sa forme et son fond si on veut, et on va un peu dériver sur l'œuvre des Beatles de manière générale. Donc comme son documentaire sur la Première Guerre mondiale qui était sorti il y a 2 ou 3 ans, Peter Jackson a procédé, comme on appelle, à un liftage assez massif de toutes les bandes qui étaient mises à sa disposition, en enlevant notamment tout le grain et toutes ces choses-là pour, selon lui, donner un aspect plus immersif dans la création de l'album avec les Beatles, qui pose à la fois des questions de déontologie de l'archive, on va dire, et de respect du document de l'époque, et surtout ce qu'il va opérer, donc c'est des bidouillages, des remontages entre des bandes audio et des images qui ne correspondent pas forcément on va dire aux pistes audio, justement, ce qui donne surtout dans le premier épisode quelque chose d'assez étrange et assez dérangeant sur ce décalage qui peut s'opérer entre le son et l'image. Donc le documentaire Fleuve, qui dure presque 8 heures, divisé en 3 épisodes de plus de 2h30 chacun, où avant on a un petit effet de montage qui va revenir sur la carrière des Beatles pour ceux qui ne les connaîtraient pas, parce que ça arrive encore. Ouais, Mathieu, on peut juste parler de la forme avant de se plonger vraiment dans le vif du sujet. C'est pas hyper classe, comme tu t'as dit, sur le liftage. Sur le montage, ça a été pas mal critiqué aussi. Et même sur les effets, c'est basé avec un calendrier avec des effets un peu moches. Il y a des effets pseudo-comiques aussi. À un moment, il y a des séquences d'archives dans les archives quand on voit les films qu'ils ont tournés eux-mêmes, des films qu'ils ont tournés en Inde. Peter Jackson fait des effets un peu nazes aussi à ce moment-là. Globalement, c'est pas hyper classe, c'est pas la classe absolue. Parce que c'est quand même un trope assez, je trouve, commun des documentaires depuis quelques années, de rajouter des petites séquences de fiction ou des trucs. Des infographies. Ouais, voilà, avec des animations, ce qui est pas toujours très heureux, Jean-Baptiste. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que, comme tu dis, il y a eu un liftage sur les images qui est assez bizarre au départ. On a l'impression que c'est un peu faux, en fait, les images qu'on voit, qu'elles ont vraiment été trafiquées numériquement. Mais en même temps, au début, j'étais dubitatif, notamment en voyant le premier épisode, je me disais, il aurait pas dû faire ça, c'est vrai qu'on perd quelque chose de l'archive, etc. Et en même temps, au bout du compte, je me suis dit, c'est un vrai parti pris de cinéaste, en fait. C'est-à-dire qu'il se dit, j'ai envie de changer la vérité quelque part, d'une certaine manière, en trafiquant les images et en essayant de rendre ces images intemporelles, en tout cas, en les faisant correspondre à l'imaginaire des images contemporaines. Quoi. Après, c'est une question, c'est ce qu'on disait avec Erwan avant de commencer l'émission. Si on s'intéresse aux technologies d'époque, les Beatles, est-ce que c'est les premiers, en tout cas, c'est ceux qui sont massivement intéressés au travail de studio, à faire la musique électronique, au matériel, quoi. Même pour le cinéma. Même pour le cinéma, on voit des extraits où ils parlent de marques de pellicules, de savoir lesquelles vont être le mieux gonflées en 35 et tout. Et du coup, comme on les voit travailler vraiment dans la matière, faire leur branchement, demander 1001 réglages à... Notamment, c'est Glyn Johnson. C'est dommage du coup, après c'est dommage ou c'est pas dommage, mais il y avait quelque chose à faire sur l'aspect matériel de. C'est clair, ça il s'en écarte totalement. Genre, on a vraiment l'impression que ça l'intéresse pas. C'est un parti pris et tu sens vraiment qu'il a envie de passer, de dire autre chose. Lui, il a envie de s'amuser en fait. Comme et on en reviendra sûrement là-dessus, comme surtout ce qu'on pourrait appeler les personnages secondaires, quoi, leur entourage, qui a des personnages assez fascinants. Je pense notamment à leur homme de main, Mal Evans, qui va ressortir. Tu l'as dit, Thomas, le film retrace l'enregistrement de Let It Be et culmine avec le fameux concert sur le toit de leur immeuble Apple. Et c'est Mal Evans qui va finalement accueillir la police qui vient les arrêter
Et on sait que Mel Evans a été abattu par la police en fait dans les années 70. C'est quand même. J'ai un rapport compliqué avec la police. Si, il était plus ou moins alcoolique, un peu en perdition, et je sais pas exactement ce qui s'est passé, c'est pas très clair. Mais il a dû se pointer avec un fusil, que ce soit un jouet, enfin il s'est fait descendre quoi. Ouais, alors qu'il a l'air tout gentil comme garçon. Oui, mais je crois qu'il a sombré plus ou moins dans l'alcoolisme. Ouais. En tout cas, pour revenir sur la question de l'image, effectivement, de la pellicule et de la qualité de la pellicule utilisée sur le film original, quand même, j'ai revu pour ma bonne conscience professionnelle plusieurs passages de ce documentaire de 70. Et effectivement, quand on compare ce que fait Jackson aux images et ce qu'il y a dans ce film original, il y a vraiment une différence majeure. C'est-à-dire que concrètement, l'ambiance du premier film est extrêmement sinistre, en fait. Avec ce grain extrêmement prononcé, l'étalonnage tiré un peu vers le bas. On sent vraiment qu'il y a une volonté de montrer que le groupe va pas bien. Le film s'ouvre en plus, celui de 70, sur McCartney qui joue une sorte de musique hyper mélancolique et se fout là-dessus. On est d'accord, ça, c'est pas un film très joyeux. Il y a vraiment une ambiance hiver anglais à Twickenham où tu dis qu'est-ce qu'il fout là, il doit pleuvoir, il doit faire froid, c'est atroce. C'est pas du tout le feeling qu'il y a dans le film de Peter Jackson. Là, on a l'impression que tout est lumineux, les fonds sont un peu roses, il y a un côté vraiment... Alors que même le premier épisode est quand même un peu dépressif d'un certain point de vue parce qu'ils s'entendent pas super bien, on sent qu'il y a quand même des tensions. Voilà, parce que donc sur les 3 épisodes, le premier c'est vraiment sur le début de la production où ils ont un temps très court pour faire l'enregistrement parce que Ringo doit partir tourner un film peu de temps après, et donc après leur grande expérimentation sur Rubber Soul, sur Revolver et sur le White Album où il y avait déjà de grosses tensions qui apparaissaient, ils décident de revenir, on va dire, à des choses un peu plus simples, de vraiment tourner, de enregistrer en live toutes leurs nouvelles chansons qu'ils n'ont pas encore composé en plus pour revenir justement à un aspect de groupe un peu plus brut avec beaucoup moins d'afféterie de son, ce qui ne sera pas le cas avec l'album qui sortira à l'époque puisque donc comme j'ai dit il repassera dans les doigts de Phil Spector, mais là ils veulent revenir justement à un truc un peu plus simple, à essayer de retrouver un vrai esprit de troupe et puis de groupe où les 4 seront ensemble dans le même studio pour essayer de faire un peu revivre la flamme du groupe entre guillemets. Et ce qui est crispant dans ce premier épisode c'est ça qui est un peu à charge dans le film de 70. 70, ouais. Et qui du coup est crispant dans le premier épisode, c'est qu'ils n'ont pas de fil directeur vraiment. Ils se disent on va juste se rejoindre dans un giga studio à Twickenham qui a vraiment un studio de cinéma de centaines de mètres carrés. Et ils n'ont rien à faire en fait, ils savent même pas. Ils pensent à aller en Libye, ils pensent, ils n'ont pas de projet et du coup ils n'ont pas de chansons, ils n'ont pas vraiment de projet. Ouais. Il y a un projet quand même au départ, c'est l'émission de télé-réalité. Voilà, mais qui viennent de faire un peu avant le clip pour Hey Jude. Ils veulent un peu s'inspirer de ça, mais ça va pas beaucoup plus loin sur leur Hey Jude, où c'était un clip où finalement ils finissaient par chanter la chanson avec le public qui les rejoignait sur scène. Et c'est vrai que les Beatles après ont fait des gros coups d'audiovisuel, puisque c'est eux qui ont fait la première diffusion en direct en Mondovision avec All You Need Is Love. Et puis c'est pas, enfin, je vous indique à lire le magnifique mémoire de Master 1. Non, mais vous pouvez, non, mais c'est intéressant les rapports, même si moi je suis pas allé très loin là-dedans. Il y a un professeur à Rennes 2, Gilles Moulic, qui a écrit un article très intéressant dans le catalogue de l'exposition Beatles qu'il y avait eu à la Cité de la Musique. Et lui avait fait l'article sur les Beatles et le cinéma, et c'est une bonne introduction sur tous les enjeux qu'il y a. Et c'est vrai qu'ils ont été novateurs à bien des égards là-dessus, et notamment avec leur premier film Hard Day's Night. Il y avait bien sûr eu des films musicaux, Elvis en a fait très tôt et beaucoup, et ça a été une grande mode, mais eux, la Beatlesmania, c'est le phénomène. Elvis jouait pas Elvis en fait. Voilà. Alors, il avait quand même des avatars. Le fait de camper leurs personnages, leur humour, d'écrire des personnages qui soient inspirés à 100% d'eux, mais qui soient juste parfaits. Les extraits que tu as mis au début, c'est l'humour Beatles, mais c'est quelque chose qui a été écrit par un auteur qui s'inspirait de leur humour. Et c'est je sais pas si c'est les premiers, à chaque fois on dit ça, mais le phénomène est très lié à l'audiovisuel, quoi. À l'audiovisuel, à la promotion et les méthodes de management de Brian Epstein, qui est décédé peu de temps avant l'enregistrement des films. Et puis les films d'Elvis, c'est des films vraiment un peu de sous-studio hollywoodien, alors que là, Hard Day's Night, c'est inspiré par la nouvelle vague. C'est un côté beaucoup plus libre, la caméra. Mais c'est intéressant parce que le concert sur le toit, justement, quelque part boucle la boucle de ce point de vue-là. C'est-à-dire que moi, en regardant le truc, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que
Je veux dire, aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait faire le buzz, quoi. Voilà, je veux dire, ce concert sur un toit, ça, en sachant que les flics vont arriver, tout ça. Tu vois qu'ils cherchent ça, mais ils n'ont pas vraiment envie, mais ils cherchent un truc, quoi. Mais je trouve que c'est intéressant parce que quand tu vois le processus qui amène parce que toi, tu sais qu'il va y avoir le concert sur le toit, tu sais que ça se termine comme ça, mais quand tu vois le processus, en fait, tu te rends compte que il n'y a pas ce côté. Tu sens que voilà, effectivement, c'est une période qui n'existe plus, c'est-à-dire que les mecs sont super doués pour créer l'événement. Mais il y a pas de, enfin moi tu sens pas qu'il y a de calcul en fait. C'est-à-dire que les mecs arrivent au bout d'un moment, ils défrichent en fait. Voilà, et ils se disent oh bah tiens on va faire ça. Et je veux dire, et à la fois ils sentent bien qu'il y a un bon coup, mais il y a pas ce côté cynique en fait parce que c'est plus pour faire du fric en fait. Je veux dire, le concert sur le toit, ça n'a aucun intérêt pour eux, c'est pas pour faire de l'argent. Je veux dire, les mecs sont déjà millionnaires. Enfin, je veux dire, c'est pas, il y a pas de. Tu vois que c'est d'ailleurs le rapport à l'argent est assez amusant parce qu'ils sont pas là pour essayer de décrocher la timbale, ils s'en foutent un peu. Par contre, ils savent combien coûte un mètre de bande. Par contre, oui. Et ça, ils savent que il faut emprunter tel matos parce que c'est trop cher. Ou si c'est d'ailleurs ça, t'es souvent dit George Harrison qui a écrit Taxman, qui a un rapport à l'argent, c'est compliqué, un vrai prolétaire. Et pour revenir, pardon. Et non, mais c'est marrant qu'ils sont vraiment en train de penser à que ça coûte 3 livres le mètre de bande ou je sais plus combien. Par contre, ou qu'ils se font arnaquer par tel ou tel manager ou par tel ou tel contrat. Mais là, ils sont quand même que dans une stratégie artistique finalement. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est pour ça qu'au moment de la production de Let It Be, c'est Paul McCartney qui va ramener un producteur-manager qu'il connaît, qui est Alan Klein, qui avait quand même une assez mauvaise réputation. Ouais, c'est marrant de voir que Lennon est fasciné par lui. Ouais. Alors qu'on pourrait penser que Lennon est le plus cynique et le plus abusé. En fait, c'est lui qui est... Mais c'est ce qu'il dit. Il dit c'est un escroc, mais au moins c'est notre escroc. Ouais. Voilà. Juste pour revenir aussi sur la question un peu formelle, mais ce que vous évoquiez sur le film Hard Day's Night de Richard Lester, en fait, oui, c'est inspiré par la nouvelle vague, les nouvelles technologies, mais en fait, c'est clairement un film qui est aussi inspiré par le film qui précède, en fait, ça, qui est peu connu, qui est un peu oublié, qui est quand même le documentaire tourné par Albert et David Maysles sur la venue des Beatles aux États-Unis en début 64 et qui était tourné vraiment avec des techniques hyper novatrices, notamment au niveau de la prise de son. Là, concrètement, ils avaient trouvé un système pour que la prise de son puisse être indépendante de la prise de vue, puisque le pendant de son soit pas obligé d'être à côté du cadreur, ce qui fait que ça avait une vraie liberté entre le mouvement de caméra, le micro qui allait pouvoir circuler entre les personnages, etc. Ce qui confère cette liberté visuelle qui a clairement été reprise par Lester puisqu'il a tourné son film quelques mois après en fait. Des images qui ont été reprises sur la tournée américaine dans un documentaire de Ron Howard qui est sorti il y a 4 ans, 8 Days a Week, sur la tournée américaine, enfin la première tournée américaine des Beatles en 64. Et ce film What's Happening the Beatles, c'est vraiment pour un des meilleurs films sur les Beatles, c'est incroyable. Et tu vois vraiment de quelle manière cette manière de filmer s'inscrit dans la manière de gérer leur carrière en fait. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'improvisation, ils sont dans la réaction, l'adaptation à ce qui se passe. Et du coup, le film résonne avec leur manière d'être en fait. C'est hyper touchant. Là, on peut faire le parallèle avec le film de Penn Baker sur Dylan. C'est dans le look back. Et c'est Penn Baker qui est à l'origine de cette technique. Hein. C'est la montre Bulova, je crois. C'est les montres je sais pas, mais c'est Penn Baker qui est Leacock, c'est Richard vraiment Leacock, des années 60. D'autant la liberté qu'il a apporté. Ça vient à une époque où justement le rock'n'roll est en termes commercial peut-être le genre le plus fort du monde. Et donc il y a plusieurs cinéastes qui vont essayer d'essayer de capter ou de s'emparer de ces nouvelles idoles justement. Donc ça a commencé avec Elvis, mais dans les films de fiction et dans les films documentaires, il y en aura eu sur Leonard Cohen, un peu plus tard sur Bowie, mais donc sur Bob Dylan aussi, mais assez tôt, parce que Dylan, comme les Beatles, c'est une personne qui a très bien compris tous les enjeux visuels et commerciaux qu'il y a à avoir un support vidéo ou des documentaire. Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est ça aussi. Moi, leur persona va pouvoir en fait, réflexif c'est que le rock et la pop en fait ont vraiment amené ça, c'est-dire cette idée, mais parce que ça va aussi avec le développement de la télévision chez les gens et de la technologie. Voilà, et en fait, tu vois bien comment est-ce qu'en fait ça se cristallise justement sur des artistes qui sont plus simplement des concertistes quoi en fait, comme c'était le cas auparavant, ou même des jazzmen, parce que même les jazzmen, tu regardes, il commence à y avoir des films sur le jazz en fait à partir des années 60 quoi, tu vois, ou des concerts filmés beaucoup. Ouais, et avant pas trop, alors qu'avant t'as des grandes figures qui eux aussi ont des personas, tu vois, genre Duke Ellington, Miles Davis, c'est des mecs qui vont développer des personnages assez rapidement. Ou alors ça va être comme Cab Calloway, des personnages qui sont un peu caricaturaux. Et dans tous ces films, j'ai quand même l'impression qu'il y a un vrai point de vue de cinéaste qui transparaît au travers des techniques utilisées, des choix de dispositifs faits pour appréhender et capturer ces artistes en création ou en concert, d'écriture aussi. Oui, d'écriture.
Et en fait, là, dans le film de Lindsay Hogg, donc le Let It Be, il y a un dispositif qui est différent. C'est-à-dire que concrètement, ils ont mis des caméras, on n'en a pas trop parlé, mais voilà, ils ont mis des caméras absolument partout dans le studio, des micros planqués absolument partout aussi. Ce qui montre aussi dans quelle mesure ce gars-là, Michael Lindsay Hogg, il a pas vraiment de point de vue. Il se dit, ok, je capte, et on va voir ce qui se passe. En fait, il couvre tout, quoi. Il couvre tout. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça se passe, cette méthode de tournage, elle arrive à un moment donné où les Beatles sont en manque de ligne directrice. Eux aussi, tu l'as bien dit, ils savent pas trop où ils vont, ce qu'ils vont faire, etc. Et ça, c'est aussi lié sans doute au décès de Brian Epstein. Bah totalement. Et voilà, vachement de mal à s'en remettre. Ils en parlent beaucoup. D'ailleurs, le premier épisode est un peu sinistre aussi parce que tu sens qu'ils sont orphelins de leur manager. Ils ont perdu papa, quoi, en fait. Quoi. Donc, voilà. Et du coup, il manque de. Et déjà, le White Album, qui moi, par ailleurs, moi je trouve est un super album, mais tu sens bien que c'est un album de crise. C'est un album de mecs qui cherchent plein de trucs. En plus, McCartney et Lennon sont orphelins de mère, et puis Lennon a abandonné par son père, donc après faire toute une analyse psychanalyse. Psychologie. Non, c'est vrai que c'était une figure directrice. Brian Epstein, c'est lui qui a parce que sinon ça aurait été un groupe comme les autres, quoi. Enfin, c'est lui qui a vraiment formé leur image et du coup leur stratégie, quoi. Qui était considéré comme le 5e Beatles par beaucoup, en fait. Hein. Il y a eu beaucoup de 5e Beatles. Il y a eu beaucoup de... Et c'est vrai qu'on voit que George Martin, il a tendance un peu à réécrire l'histoire, comme quoi s'il n'y aurait pas eu de Beatles sans George Martin. On voit que là, il n'a pas un rôle si prépondérant. Alors, c'est ça le truc, c'est qu'il participe pas, mais par contre, il est là, quoi. Tu vois, il y a une comme un mentor, quoi. Une espèce de présence de mec solide, tu vois, qui il gère les problèmes de contingence matérielle. Voilà. Et c'est vrai que, mais tu vois bien d'ailleurs d'une manière générale, les techniciens, tout le monde est aux petits oignons avec eux, pour essayer de leur faire plaisir. Ils demandent une enclume, on leur ramène une enclume. Ils sont pas trop divins parce que. Non, ça va. Ils sont plutôt simples, c'est ça qui est super. Ils mangent juste des clopes et du vin blanc. Et des toasts. Des toasts, voilà. Ils se nourrissent de toasts pendant un mois. Beaucoup de thé. En fait, tout ça pour dire finalement de ces images, on peut en faire ce qu'on veut parce que comme il n'y a pas de point de vue a priori au départ, finalement on comprend très bien qu'on puisse en faire deux trucs aussi différents que Let It Be et Get Back. C'est pour ça qu'ils pensaient déjà en sortir une version longue du documentaire du truc qui fait 8 heures. Alors que c'est vrai que un des principaux intérêts du film, outre on va dire de restaurer plus l'époque, le mood qu'il y avait à l'époque durant la production, le truc le plus intéressant, c'est vu que les séquences sont longues, on les voit vraiment au travail et de voir comment est-ce que une chanson se crée entre 4 personnes qui ont quand même un génie absolument indécent à l'époque. Ils ont entre 27 et puis 30 ans pour ils font ça fastoche quand même. T'as l'impression. C'est quand même hallucinant, quoi. Justement, c'était le truc. T'auras presque envie qu'effectivement chaque scène dure 1 heure parce que tu les vois vraiment travailler ensemble. Il y a une vraie dynamique qui se crée, en plus qui évolue au fur et à mesure de la production, parce qu'au début de la production, c'est plutôt Paul qui va prendre le lead, qui va essayer de diriger, sauf qu'il n'est pas vraiment à l'aise avec ça, qu'il est quand même hyper maladroit et qu'il est hyper désagréable et hyper condescendant avec beaucoup, notamment avec Harrison qui va se barrer au bout de quelques jours de production, avant que Lennon reprenne un petit peu le lead, on va dire, mais on voit du coup vraiment l'évolution du groupe là-dedans, quoi. Alors d'ailleurs, j'ai lu ça aussi, je ne savais pas que le départ d'Harrison, qui se passe effectivement dans le premier épisode de la série, à la fin du premier, en fait, ce serait pas à cause de McCartney, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce que le montage donne à entendre, c'est qu'apparemment il en serait venu aux mains avec John Lennon sur une question un peu sensible. J'ai lu ça dans un bouquin sur les Beatles. Sur quoi, sur Yoko Et du coup, je suis assez étonné, tu t'en sais pas plus toi, Mathieu, là-dessus sur ça. Est-ce que ça a vraiment eu lieu ou non? C'est bizarre. Oui, parce qu'il y a toute l'histoire justement où il y a un article de journal qui paraît en fait et que eux-mêmes commentent en fait dans le film, où il y a justement un mec, une espèce de journaliste qu'ils ont l'air de mépriser au plus haut point, qui dit oui, ils en sont venus aux mains et tout, et eux ont l'air de dire que c'est pas le cas en fait. Ah voilà, c'est dans le journal ils disent ça, effectivement. Ça. Et donc je pense que l'info est venue de là, et a priori non, eux ils en rigolent. Oui, c'est ça, voilà. C'était n'importe quoi. Ouais. Et après, tu vois qu'il y a, quand même, pour un groupe qui a été aussi exposé, il y a quand même une pudeur très, je sais pas si c'est très anglais, parce que déjà dans leur façon, c'est quand même des gens qui se connaissent depuis qu'ils ont 14-15 ans. Ouais. Et on sent la force de l'amitié fraternelle. Et c'est ça qui fait que c'est dur pour eux de parler. Ouais, c'est ça. Et tu sens qu'ils ont beaucoup de mal à parler. Ils sont très coincés. Ils finissent jamais leurs phrases et tout. Et puis il y a quand même une pudeur qui fait que tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont pas finalement connues, alors il y a eu des dizaines de biographies. C'est quand même un des groupes qui a été les plus documentés, que ce soit en film ou en termes d'écrit. Il y a des gros livres sur
tous les albums des Beatles. Si vous voulez savoir quelle marque de pompe portait Ringo durant l'enregistrement, je sais pas. Lennon portait des Springcore. Mais... Moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est la marque des bottes de George Harrison. À mon avis, c'est fait main. Parce que si on doit parler chiffon, il y a de quoi faire chiffon parce qu'ils ont des jolis. Harrison, Harrison et Glyn Johns, justement. Ils sont très chamarrés. Harrison, mais jusque sur la fin, ça a été le plus chamarré en termes de couleur, parce que les Ringo se défend bien aussi avec ses gilets. Oui, mais c'est parce qu'il a fait du cinéma, Ringo. C'est Hollywood. Mais toutes ces biographies, effectivement, que tu évoques, on sent bien qu'elles ont été fondées sur à la fois les tabloïds, les journaux, des entretiens faits a posteriori, donc hyper longtemps après, où ils ont peut-être pas tout en mémoire, où ils réinterprètent des faits du passé. Et la réécriture de leur histoire. Les photographies aussi, qui parfois étaient pas forcément flatteuses. Des moments, il y a quand même des moments, des photos où ils sont concentrés sur les chansons qu'ils sont en train de réécouter en studio, et en fait on va interpréter ces photos en disant on voit bien qu'ils font la tête là, ils sont dark et tout, donc ça veut dire qu'ils s'entendent plus. Bah non, c'est juste qu'ils sont concentrés sur ce qu'ils font. Il y a beaucoup de séquences qui sont intéressantes, où ils réécoutent au final au fur et à mesure toutes leurs prises, et elles sont vachement intéressantes. De toute façon, les documentaires musicaux et les biopics souvent font peu de cas du travail en studio, alors que c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Pour moi, c'est le grand intérêt de ce documentaire-là, c'est le fait que tu vois comment on fait une chanson, quoi. Moi, je l'ai conseillé à des potes qui sont musiciens, tu vois, qui jouent dans des groupes. Je suis très curieux d'avoir leur retour, parce que la question, je me suis dit, mais à quelqu'un qui fait de la musique, un groupe, jusqu'à où il peut s'y retrouver, parce que quelque part, moi, je me suis dit, ouais, ça a l'air de ressembler tu vois, moi j'ai pas cette expérience-là, mais je me suis dit ça a l'air de ressembler à ce que les gens font, tu vois, même en groupe finalement amateur, et quelque part ça les rend vachement accessibles, les Beatles, c'est-à-dire que tu vois effectivement le talent incroyable de ces mecs pour créer des mélodies, pour créer des paroles. Et en même temps, c'est des gars qui bossent entre eux. Il y a des fois ça marche pas, il y a des fois ils ont une phrase et c'est pas le bon mot, et en fait tu te rends compte que une réplique ou une parole de chanson, en fait ça tient à pas grand chose, en fait ça tient à des hasards. On tente un nom de famille, on tente plusieurs trucs, et puis on se rend compte qu'en chanter ça marche pas, donc on va tenter un autre truc, et qu'il n'y a pas finalement que c'est un génie finalement relativement accessible, en fait. C'est intéressant, je trouve. C'est un génie aussi pas de l'improvisation, mais de l'adaptation à ce qui se passe en temps réel. Moi, c'est des moments que je trouve assez géniaux dans le film, c'est que des pistes que tu reconnais à la première note parce que tu les as entendues 1000 fois sur les albums, et que tu entends la version qui commence et tu le vois juste en train de picoler leur vin, en fumant du club, et attends, c'est la vraie prise, et ils sont juste là en mode tranquille et tout. Mais c'est incroyable, en fait, cette façon d'être en phase avec leur musique, quand bien mais ils font autre chose. C'est sur Get Back que c'est vachement impressionnant, parce que sur Get Back ça commence avec Paul McCartney qui a un pauvre riff sur une guitare, il faut que je trouve quelque chose, et tu vois comment ça évolue, comment ça devient une chanson politique, comment il dépolitise la chanson au bout d'un moment, enfin, et comment est-ce que la chanson se fait, elle vient pas toute seule, quoi. Et ça, avec Lennon qui au fur et à mesure tourne en ridicule toutes les chansons qui sont écrites les unes après les autres, en changeant, en mettant des paroles débiles, et les autres qui restent stoïques, en prenant des accents aussi. Mais ça je pense que c'est ça aussi, moi vraiment dans le film ça m'est vraiment apparu comme le moyen justement pour Lennon, en fait, de dédramatiser, c'est-à-dire quand effectivement quand il patine sur un morceau, en fait Lennon fait un pas de côté, en fait, et ça fait rire Paul McCartney, ça le décoince, parce que Paul McCartney est très sérieux, quoi, en fait, et donc il a besoin, en fait, que John Lennon fasse l'idiot pour que lui se détende, en fait, par rapport au truc. Et s'il se détend, du coup George Harrison se détend, et puis bon, Ringo Starr, de toute façon, lui il est détendu de A jusqu'à Z pendant tout le film. Ouais, mais justement je trouve aussi que c'est bien, parce que ça remet un peu Ringo à sa place, entre guillemets, qui est toujours un petit peu comme les Beatles, un peu plus calme, qui fait juste des conneries en dehors. Mais finalement c'est le seul mec qui est là tout le temps et qui rassure tout le monde, parce qu'il est hyper pro, il est hyper carré, il fait pas de commentaires, mais quand faut faire un truc il est hyper bon. T'es toujours content d'avoir Ringo avec toi, quoi. C'est genre le meilleur pote qui met une bonne ambiance, quoi. C'est ça. Mais Ringo est très, moi je trouve qu'effectivement le film est c'est une espèce de festoche Ringo, en fait, où il apparaît dans un coin, c'est ça, où il raconte des conneries, il pète et il dit pardon, c'est moi qui ai pété. Non mais voilà, sachez que ça t'aurait fait rire. Oui, évidemment, qui ça fait pas rire, enfin. Et puis moi je trouve que ça met aussi en valeur, parce que c'est vrai que Ringo il a toujours eu cette réputation d'être un batteur extrêmement de pas être le meilleur batteur des Beatles, d'être extrêmement moyen, on lui a beaucoup dit il joue pas sur tel ou tel morceau, et en fait il joue, en fait, quoi. C'est un batteur qui est inventif, en fait. Et puis il est en place, quoi, en fait, quoi. Il comprend très vite, tu vois, quand les autres lui expliquent des trucs, il comprend très vite ce qu'il a à faire. Il fait même des trucs de batterie ou bien des parties qui seraient improbables sur certains morceaux qui ont des tempos assez rapides a priori, et lui il va plutôt le ralentir ou bien jouer avec un contretemps, un truc comme ça, qui sont les choses hyper inventives. C'est un batteur qui est subtil, il y a des compiles qui sont marrantes à voir.
sur YouTube où tu vois des batteurs traditionnels qui disent voilà ce qu'aurait fait un batteur. C'est assez marrant à voir. Il reprend les chansons des Beatles, il dit voilà ce que fait un batteur lambda. Et c'est vrai que et après il joue ce que joue Ringo. C'est vrai que c'est pas plus compliqué à faire, mais il fallait le trouver, quoi. C'est le petit truc qui fait que la chanson va avoir une couleur tout à fait différente. Et c'est un batteur très inventif. Et d'ailleurs c'était quand même le meilleur batteur de Liverpool au moins. Même si la fameuse blague des Beatles où ce serait Lennon qui dit on lui a demandé si c'était le meilleur batteur du monde, il a dit c'est même pas le meilleur batteur du groupe. Ce qui est quand même un petit peu foutage de gueule, parce que quand il essaie de trouver Octopus Garden sur le piano avec Harrison, t'as Lennon qui se met à la batterie, qui se fait un truc et c'est nul, quoi. Ouais, tu sens que c'est pas forcément son truc de batterie. McCartney par contre est pas mauvais, moi je trouve. Batteur, McCartney c'est vraiment le multi-instrument. J'avais jamais vu jouer de la batterie. Ils sont tous multi-instrumentistes jusqu'à un certain point, parce que McCartney, il a fait quelques albums où il joue de tous les morceaux, mais c'est vrai qu'ils jouent tous un peu de piano, un peu de guitare, un peu de basse, un peu, je sais pas, un xylophone ou un truc comme ça. Et ils sont l'enclume. C'est mal ça. C'est un peu particulier. On va faire une petite pause avec un nouvel extrait de Get Back où justement George Harrison parle d'un autre de ses amis musiciens. Not bad though, good try that. Yeah, but you know, John, the difference between me and, say, Eric, I'm just another guitar, sometimes playing bits and sometimes singing. But he's the only guitar to play leading, and so he's like playing, that's how he can keep it going all the time. Yeah. So I feel now I can play things, I can learn things that will sound okay, especially fast fingering like that. This jazz, man. Not really, just Eric, because he's very good at that. You know, like improvising and keeping it going, which I'm not good at. You know, like a lot of guitarists can sustain even, but they play like a lot of shit, but his thing takes on a pattern, you know, and gets somewhere and resolves itself, which is very hard. But that's the best jazz band I saw was Ray Charles' band. You know, I mean, that's jazz. It moves me fantastic. You know, it's fantastic. Billy Preston was too much. Yeah, I'm sure you can dig him when you see. Billy plays piano with the band, and then he does his own spot where he sings and dances and plays organ solo, and then Ray Charles comes on. He's no soul, Charles, really, because he's like too much, because he plays organ. It's so great. No, Ray Charles doesn't bother with the organ now. He just, I'll leave it to the young guy. Billy, you know, too much. What should we do then? Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc nous parlons toujours des Beatles et de leur rapport au cinéma. Et là, en l'occurrence, nous parlions du documentaire de Peter Jackson, Get Back, et là on vient d'entendre un petit extrait où George Harrison parle de son rapport avec son collègue guitariste Eric Clapton, qui à l'époque a été connu comme la main de Dieu à la guitare. Après, on va dire qu'il a un peu glissé Eric Clapton à la fois en termes de qualité musicale et de personne, parce que c'est un gros con, un gros raciste, un gros voleur, un raciste, un voleur, un facho, son fils par la fenêtre. Voilà. Mais donc effectivement à l'époque Eric Clapton et George Harrison comme on l'appelle, sont quand même très potes et puis très liés. C'est vrai qu'ils en parlent beaucoup. Ça se voit notamment dans le documentaire de Martin Scorsese sur George Harrison en 2011, Living in the Material World, où Eric Clapton revient beaucoup sur sa relation musicale et personnelle par la suite avec Harrison, et c'est vrai que leurs méthodes de jeu sont assez différentes, et Harrison était assez peut-être envieux de la liberté musicale qu'avait Eric Clapton, alors qu'Harrison à l'époque dans les Beatles c'est quand même un peu plus mis à part par les deux autres têtes de cons, Lennon et il cherche à avoir un style en fait. Ce qu'il dit c'est qu'Eric Clapton a un style et que lui n'a pas la place de développer un style, alors qu'il en a un finalement. Il a parce que jeu reconnaissable, mais qui est dirigé en grande partie par McCartney, qui prend la main. Parce que la composition sur les arrangements, en fait. La composition des chansons historiquement était composée par Lennon et puis McCartney. Il y avait quelques chansons coécrites par Ringo ou bien par George sur les albums précédents, mais c'est vrai qu'ils avaient peu de place pour eux s'exprimer, on va dire, en termes de composition ou
ou bien en termes de parolier justement, et ça arrive un petit peu au fur et à mesure justement parce que Harrison essaye de s'imposer, essaye d'avoir un style, alors que les deux autres clairement on va dire qu'ils ont d'autres problèmes à régler, des problèmes on va dire peut-être entre eux et des problèmes sur la survie ou non du groupe. Et c'est vrai que ce qui amène Harrison à partir du groupe au milieu de l'enregistrement, Ringo avait déjà quitté le groupe pendant la production du White Album avant de revenir aussi, mais il était parti quand même pendant un bon moment, et c'est vrai que ça fait partie des tensions qui ont été beaucoup montrées à l'époque ou montées en épingle, parce qu'Harrison en l'occurrence il part pendant 3 ou 4 jours et ils vont essayer de le faire revenir, et c'est pour ça qu'ils vont décider d'aller dans un plus petit studio, de revenir à Abbey Road. Ce qui donne cette séquence au début du 2e épisode de discussion entre Lennon et puis McCartney, une séquence volée où ils sont en train de parler dans un restaurant sur justement le rapport des uns aux autres et sur le rapport qu'ils ont avec Harrison notamment, où il y a ce truc assez terrible où c'est Maca qui dit à John, t'as toujours été le leader et moi je veux pas être le leader parce que ça veut dire être un con quoi. Et c'est trouvé un truc assez révélateur de leur dynamique de groupe. Soit dit en passant, c'est vrai que ce que tu décris sur le départ d'Harrison, on l'a un tout petit peu dit, hein, mais c'est quand même c'est clairement pensé comme un cliffhanger. On n'a pas trop parlé, on revient un peu sur la forme, mais oui, sur la fin des épisodes. C'est clairement, c'est vraiment une série. C'est pensé sur un modèle sériel, et effectivement, il y a le petit événement de la fin du premier épisode qui donne envie d'aller voir la suite, voir comment Harrison va revenir dans le groupe. En fait, enfin, c'est vraiment conçu comme ça. En fait, il revient comme ça. Et il revient comme ça. En fait, il part comme ça et il revient comme ça. C'est vrai que c'est assez étonnant. En fait, moi, mon interprétation, c'est qu'il n'a pas du tout l'intention de quitter le groupe. C'est simplement que là, il a besoin de mettre le pied dans la porte pour que les deux autres se rendent compte que ça peut pas avancer s'il n'y a pas justement une crise quelque part quoi qui se déclenche quoi. Et en fait je pense pas qu'il se dit vraiment parce qu'il se barre, mais il se barre parce qu'il est fâché quoi, il part par bouder en fait quoi. Mais il sait bien qu'à un moment il va falloir qu'il revienne quoi, tu vois, parce qu'il sait bien qu'il va pas les laisser en plan, enfin voilà, je pense après, que tu vois, ce que je me demande c'est quelle vision tu as du film, parce que tu vois cette séquence elle est folle. Même si d'ailleurs elle est assez encore un effet de manche un peu dégueulasse où du coup comme c'est une séquence audio il filme je sais pas quoi un bouquet de fleurs, un vase et le texte à part au fur et à mesure. Mais oui elle est assez folle quand tu vois ce qu'ils disent, et ils vont quand même qu'ils disent que c'est une plaie ouverte la situation de George et tout. Après je me demande comment tu envisages ça quand tu t'intéresses. Est-ce que si tu n'aimes pas spécialement les Beatles, quel intérêt est-ce que ça a un intérêt finalement? Parce que le travail de studio, oui, mais après c'est vrai que c'est fascinant de voir les interrelations, le côté familial qu'ils ont. Je pense que t'as pas besoin d'être fan. Ouais, voilà, c'est ce que je me demande en fait. Si t'aimes la musique, et notamment dès que tu commences à t'intéresser au rock, il y a toujours quand même cette idée justement du split, quoi, qui est quand même un des grands mythes de rock, quoi. C'est-à-dire, c'est toujours plus intéressant de voir un groupe en crise. Qu'un groupe qui va bien. C'est pour ça que le documentaire sur Metallica, Some Kind of Monster, il est intéressant. C'est pour ça que le documentaire sur Anvil, il est intéressant parce que c'est les documentaires sur Oasis aussi. Voilà, parce que là, par exemple, avec tu prends des gens au moment où ça va pas bien, justement. La situation de Yoko Ono qui est devenue un lieu commun pour tous les musiciens, on va dire c'est un peu la Yoko Ono de tel groupe et tout. Et là, on voit que c'est un non-sujet, quoi. C'est juste qu'elle est là et que et surtout qu'ils sont sincèrement amoureux tous les deux en fait. Et puis que les autres Beatles s'en foutent à moitié. Et même il y a une séquence assez marrante où il dit, t'imagines, ça se trouve dans 40 ans on dirait qu'on a splitté à cause de Yoko Ono. Il avait déjà envisagé tout ça, Paul, il est trop fort. Mais par exemple justement dans le rapport à l'espace, ça c'est intéressant, le rapport qu'ils ont justement avec leurs épouses, avec leurs compagnes respectives, et notamment tu vois toute la différence sur le plan purement spatial en fait de la relation entre Yoko Ono et John Lennon et de la relation entre Paul McCartney et Linda. Et Linda, tu vois que Linda elle est beaucoup plus comme quelque part indépendante, c'est-à-dire que tu sens qu'elle a ses trucs, elle a la photo et tout ça. Sa fille aussi. Voilà, et puis voilà, ils ont déjà un enfant. Enfin, tu sens que c'est elle. Elle avait déjà un enfant avant. Oui, voilà. Et alors que il y a vraiment, ils sont vraiment in love quoi, John Lennon et Yoko Ono. Après, ils en sont pas au même point de leur relation. Voilà, ils en sont pas du tout au même point de leur relation et c'est pas le même type de relation. Et ils n'ont pas du tout le même type de relation. Ils n'ont pas du tout le même type de relation. Tu sens bien que McCartney est beaucoup moins dans le romantisme en fait. Même si il a l'air d'aimer très sincèrement Linda. Hein, d'ailleurs, il l'aimera suffisamment pour jouer avec elle d'ailleurs dans The Wings après quoi. Donc voilà. Et je crois je sais pas s'ils sont plus ensemble. Non. Elle est morte. En fait, ils sont restés ensemble jusqu'à son décès dans les années 80-90. Et oui. Jusqu'au bout, ils sont restés ensemble. Qui a été un truc très très difficile pour McCartney, qui a plusieurs un album notamment. C'est comment s'appelle cet album, je ne sais plus.
où il va justement faire son deuil en fait clairement dans ses chansons. Oui, c'est l'album où il y a From a Lover to a Friend, Driving Rain ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, j'ai plus le titre exact de l'album en tête, mais oui, ça a été un événement traumatique bien sûr dans sa vie, quoi, et qui a reconfiguré aussi sa façon de penser à la musique par la suite. C'est vrai que ça se voit en plus les relations qu'il y a avec Linda, c'est dans l'épisode 2 à un moment, ils vont les voir en studio avec la fille de Linda justement, où elle se balade en plein milieu des câbles. La petite cocotte, elle est mignonne comme tout. Voilà, pendant qu'ils sont en train de jouer, et à un moment elle-même elle va se mettre à chanter. Le meilleur passage quand elle limite Yoko Ono. Elle limite Yoko Ono. Arrête tout le monde. Voilà. C'est vraiment décent, quoi. Après, ce qui change d'un film sur un autre groupe, déjà c'est que c'est le groupe le plus important de l'histoire de la pop, on va dire. Ouais. Mais c'est que il y aura le même groupe sur les le même film sur les Rolling Stones, ce serait différent puisque là il y a la tension tragique, voilà, qu'on sait que Lennon va être assassiné en 80, on sait qu'ils vont splitter un an plus tard. Enfin, il y a quelque chose de tragique en fait. Ouais. Mais c'est un chant du cygne en fait. Pour moi cette séance de répétition, c'est-à-dire c'est à la fois la dernière chance. Ils savent au fond d'eux, parce qu'ils en parlent à la fin dans le 3e épisode, chacun a l'air d'avoir envie de faire ses projets. Au fond d'eux, ils savent déjà en fait que c'est en train de se terminer, mais ils veulent quelque part terminer sur une note haute. En fait, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui je trouve qui rend le film assez touchant. C'est que tu vois que en fait, au bout d'un moment, ils sont pas contents de se retrouver, et au bout d'un moment, en fait, chacun a l'air de comprendre que ils peuvent pas partir comme ça en fait, il faut faire un dernier truc. Mais tu sais que c'est un peu l'impression comme genre plein de films américains où c'est le dernier jour de la fac avant de partir dans le grand monde pour aller travailler, donc faut faire un dernier baroud d'honneur pour montrer qu'on sera quand même amis pour la vie. Il y a quelque chose, une dernière connerie qui est un peu une pirouette de Lennon comme il sait en faire, mais il y a une interview qui s'appelle Lennon Remembers, qui a une interview assez longue qui a été faite et qui a été éditée en livre ensuite, qui doit dater de 1970, donc vraiment un peu après. Donc il y a plusieurs passages un peu fielleux où tu sens qu'il y a quand même eu des regrets, des tensions. Mais à la fin, ils finissent par demander qu'est-ce qui a créé vraiment la chute des Beatles, pour savoir si c'est McCartney, si c'est Yoko Ono, si c'est Harrison. Et il dit juste c'est le capitalisme. C'est marrant, c'est une pirouette, c'est un petit clin d'œil. Mais en fait, c'est parce qu'il sait que dans ce contexte, de faire un groupe pour faire des disques, ça menait plus à rien en fait. Ils étaient plus intéressés par ça, et après ils ont pris des voies assez ils ont continué à faire de la pop finalement. Ça ressemble à ce que faisaient les Beatles, mais sans avoir envie de ils ont compris qu'ils arrivaient au bout d'un truc, quoi, à force de choisir le format chanson, le fait d'écrire ces chansons, parce que finalement c'est vraiment avec les Beatles et Dylan que c'est dans les années 60 que des gens fassent leurs propres chansons tirées de leur personnalité et fassent pas des chansons comme on faisait au music hall ou pour des auteurs ou dans le jazz où tu as des compositeurs et ensuite des interprètes et tout ça. Là, de faire des chansons simples mais qui essaient d'aller au fond de leur personnalité, ils ont vu assez vite, finalement, en 5 ou 6 ans, qu'ils la limite, quoi. Fait c'est pour la question, quoi. Et après, des Revolver, sachant qu'ils ont quand même beaucoup produit. Hein, voilà, ils ont fait vraiment des albums tous les 6 mois pendant 7 ans. Et puis des Revolver, en plus, par exemple, tu vois que aussi, elles sont un peu plus longues, les chansons expérimentales. Et à la fin, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens, et ils veulent juste faire le truc le plus personnel possible. Et c'est pour ça que Lennon va faire des trucs avec même c'est la fameuse thérapie. Le Plastic Ono Band après, ou son album de reprise qui est rock'n'roll avec des fortunes diverses. Ça, c'était commandé directement par la mafia. Mais moi, ce qui est un aspect que je trouve intéressant, c'est justement ça. C'est pour ça que ce qui intéresse Jackson, effectivement, c'est pas tellement le côté technique et matériel en fait qui l'intéresse, même si je pense que ce qu'on en voit à l'écran est quand même intéressant à regarder. Mais c'est surtout ça, c'est que lui, c'est le matériau humain, c'est-à-dire comment ces mecs-là en fait se retrouvent dans une situation où en fait ils ont un choix à faire en fait. C'est-à-dire que soit ils restent potes, soit ils continuent le groupe. Il y a un passage dans et en fait, ils peuvent pas rester potes s'ils continuent à jouer ensemble. Ouais. C'est aussi simple que ça. Il y a un passage dans le premier épisode, je crois, qui est assez révélateur de ça, qui est un passage que j'ai pas trop aimé au départ, et puis après je me suis dit vraiment ça a du sens, mais c'est exactement ce que tu dis. C'est le moment où je sais plus quelle chanson ils jouent une chanson qu'ils avaient jouée en live très tôt dans leur carrière, à Hambourg, à Hambourg, et ils font un montage parallèle entre eux qui jouent dans le studio et eux qui jouent en live quand ils sont tout jeunes, et donc ils vont alterner entre McCartney jeune, McCartney plus âgé, etc. Et il y a un côté au début, la première lecture qu'on peut en avoir, c'est j'ai envie de faire un truc fun avec un truc qui est pas fun, où on sent qu'ils sont pas bien, qu'ils sont en tension, mais je mets des images où ils s'entendaient bien pour montrer qu'en fait, malgré les tensions, il y a quand même la magie est toujours là. Voilà, la magie est toujours là. Puis en fait,
une seconde lecture pourrait dire bah non, en fait il montre le décalage entre l'alchimie qu'ils avaient avant, ils vivent sur la nostalgie c'est ça. de leur jeunesse en fait, c'est-à-dire que les mecs ont 28 ans et en fait quelque part ils sont déjà vieux. Ouais, et tu sens ça dans cette séquence. Ils vivent sur ce truc. C'est ça qu'ils cherchent aussi quand ils rejouent des morceaux un peu du folklore, et ils jouent des chansons un peu de leurs parents, et tu sens qu'ils essaient de retrouver quand ils avaient une approche de la musique d'adolescent, de pure fascination, une approche naïve, et qui étaient juste tous les deux sans se demander qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut faire quelque chose qui va changer la donne et tout ça, et qu'ils étaient juste passionnés de musique, à apprendre des accords et à se montrer genre tu sais faire telle note. Ce qui est, tu vois, ce qu'on a regardé pour préparer cette émission, un film qui est vraiment à chier, Nowhere Boy, qui raconte la jeunesse de Sam Taylor Wood. Qui raconte la jeunesse de Lennon vraiment jusqu'à ses 17 ans, jusqu'à ce qu'il parte à Hambourg en fait, donc 18 ans peut-être. Et donc le film est pourri, mais c'est intéressant pour le contexte, ce qu'on disait avant en discutant, pour voir le rapport à la musique qui était vraiment qui est issu du contexte des années 60 quoi. C'est la radio, c'est un disque tous les 3 mois. La découverte de la musique noire américaine, la découverte de la musique noire, exactement, et qui en Angleterre est encore différente des États-Unis quoi, que c'est vraiment quelque chose qui vient de loin. C'est les marins qui rapportent les disques, ils vont traîner sur les docks pour essayer de trouver des 45 tours. Ou avec la communauté antillaise, mais qui était surtout à Londres, donc du coup à Liverpool c'est déjà un peu plus loin que la capitale, donc les choses arrivent après. En plus c'est un groupe provincial. Quelque chose d'assez général, parce qu'en fait, alors là moi je me permets de faire un petit détour par mon histoire familiale. Mais mon papa, en fait, qui est né à Saint-Nazaire, donc où il y avait une base américaine, et mon père, il m'a raconté justement la découverte d'Elvis et la découverte par la suite des Beatles. Et en fait, il dit la musique américaine, en fait, c'était, il allait en fait où il y avait une espèce de salle, en fait, de foyer, en fait, sur la base américaine où tu pouvais aller, en fait, quand t'étais pas américain. Sauf que t'avais tous les GI qui étaient stationnés là. Et en fait, mon père, il me disait, mais moi j'arrivais, t'avais 17-18 ans et en fait t'arrivais et t'avais l'Amérique en fait. L'Amérique était là en fait. Tu ouvrais une porte et tu arrivais de l'autre côté, c'était les chewing-gums, c'était Coca-Cola, c'était Elvis. Et en fait, tu voyais tout le soft power américain. Et tu comprends comment ça a pu marquer tous ces gens quoi. En Allemagne aussi, pareil, tu sentais tout le soft power américain et les mecs étaient classe, et ils étaient beaux dans leurs uniformes et tu vois, et ils avaient gagné la guerre. Et ils avaient gagné la guerre. Elvis a fait son service militaire en Europe, dans les bases américaines. Et tu sens bien quoi que cette fascination pour la culture américaine, elle vient aussi d'une situation historique en fait, quoi, d'une situation historique qui fait que on est dans une Europe qui a besoin de se retrouver en fait culturellement, et elle peut pas se retrouver puisque tout a été compromis en fait par la Seconde Guerre mondiale, sauf peut-être au Royaume-Uni justement, qui est le seul pays qui a résisté entre guillemets. Mais ils ont besoin d'aller chercher ailleurs justement, parce qu'ils ont besoin de ressourcer la musique populaire. Et chez les Britanniques, moi, la puissance justement de l'importance de la musique afro-américaine, et du coup la place de Billy Preston dans le documentaire, c'est le résultat de ça, c'est-à-dire c'est la fascination pour Ray Charles, c'est la fascination pour le blues, c'est tout ça. Et effectivement, avoir Billy Preston, c'est quelque part avoir cette culture américaine. Et effectivement, c'est là que musicalement le documentaire décolle quoi. En fait, c'est vrai qu'on a pour l'instant beaucoup parlé du premier épisode, qui était peut-être le plus proche du film original, et peut-être le plus problématique à certains égards sur le montage. On n'a pas trop parlé des épisodes 2 et 3 qui sont formidables, qui font décoller le truc, et c'est notamment donc les enregistrements dans les studios Abbey Road, où c'est Ringo qui a l'idée de ramener son copain Billy Preston, qui est un claviériste pianiste absolument prodigieux, et qu'ils ont connu à Hambourg, et qui d'après eux est meilleur que Richard. Et du moment où il arrive, tout le groupe se calme, tout d'un coup il y a une ambiance, atmosphère qui est calme, où tout le monde est hyper content de voir un autre mec qui débarque et qui va en fait ressouder le groupe, et qui bosse comme un savant, qui ramène vraiment les choses à la musique quoi. Au groove, au fait d'improviser, de travailler la musique vraiment quoi. Et de travailler différemment des choses qu'ils avaient faites avant, ou comme on en parlait un petit peu tout à l'heure avec JB, que la manière dont ils travaillent, c'est beaucoup avec des fragments de chansons, un pont, un refrain, une intro sur lesquels ils vont passer des heures et des heures, ils vont y revenir, ils vont jouer autre chose, alors que là tu sens que tout de suite ça va être un petit peu plus structuré, on va dire, en matière de travail quoi. Ouais, puis on a l'impression qu'ils redécouvrent leur manière de fonctionner ensemble, de s'échanger des choses, ils s'appliquent, voilà. Ils s'appliquent, ouais, tout à fait. Et puis même on a l'impression vraiment qu'ils ont leur méthode en fait est un petit peu transcendée par la présence de Billy Preston. Ouais, puis le fait, et puis ça, moi je trouve que ça donne aussi quelque chose de très humain justement chez les Beatles, c'est que c'est-à-dire que les mecs,
tu vois que les mecs sont fans. Ils sont très fans, quoi. Tu sens que les mecs, ils sont, voilà, ils savent aussi ils savent reconnaître aussi en phase 2, quoi. Tu vois, quand il y a du métier, quoi, en fait. Et du coup, ils redeviennent finalement ces petits mecs de 15 ans qui apprenaient des accords, justement, dans leur chambre pour essayer de faire aussi bien, justement, que les artistes qu'ils veulent l'impressionner, du coup. Et c'est partagé, c'est-à-dire que Billy Preston aussi il veut les impressionner. Oui, parce que c'est quand même pas n'importe qui, les Beatles. Voilà, sa carrière est un peu en creux, Billy Preston, et c'est vrai que ça va complètement relancer sa carrière parce qu'après il va faire des albums solo, Billy Preston, qui sont super bien, qui sont qui n'ont pas grand-chose à voir finalement avec les Beatles, mais où tu sens que ça lui a permis quand même de relancer sa discographie, puis d'avoir sa carrière à lui, quoi. Et c'est vrai que t'as cette espèce de moment comme ça, d'irruption en fait de la musique noire américaine qui arrive, et tu sens que eux, c'est ça qui les tire aussi vers le haut, quoi. Et ça, c'est bien, je trouve, parce qu'il y a une espèce de, pas de modestie, quoi, mais finalement, et c'est là qu'ils redeviennent finalement ce qu'ils ont été, c'est-à-dire après, avant tout, des petits Anglais qui sont fans de musique. Des petits Anglais, mais qui ont parmi les premiers à avoir fait l'effort d'aller à la Motown, de voir des gens, de leur demander comment ils enregistraient, comment ils avaient ce son, et de s'intéresser vraiment aux girl group et tout ça, et pas justement aux harmonies, à la technique, pas être juste des importateurs d'Elvis, quoi. Ouais. Et donc et comme tu disais après sur la suite, après le deuxième épisode, le troisième c'est principalement sur le concert sur le toit, donc là qu'on a en entier pendant à peu près 45 minutes, où ils rejouent certaines chansons plusieurs fois, notamment Don't Let Me Down, qu'on entend à peu près 250 fois. Ça, faut aimer les chansons parce qu'on les entend. Mais le truc, c'est que même si t'as beau entendre l'intro 150 fois, t'as quand même envie de la réécouter par la suite, quoi. En fait, ce qui est formidable, c'est que moi, Let It Be à la base, c'est clairement pas mon album préféré des Beatles. Je l'ai assez peu écouté en définitive. Mais surtout que c'est pas un vrai. Ouais, en fait, c'est plus les chansons, tu les aimes séparément. Le dernier vrai album, pour moi, c'est Abbey Road. Ouais, mais finalement, quand on réécoute. Il y a d'ailleurs pas mal de chansons d'Abbey Road qui sont composées dans quasiment toutes. En fait, ils enregistrent deux albums en une fois, en fait. Quand on réécoute le Let It Be Naked, donc pour le coup, c'est pas retrafiqué par qui est sorti il y a bien supérieur. Une dizaine d'années, qui a été remixé par Paul McCartney selon plus leur volonté originelle de son, justement. Il n'y a pas le mur du son de Spector, les arrangements sont beaucoup plus épurés, il n'y a pas des violons à tire-larigot dans tous les sens, et c'est vrai que ça revient quand même à une essence musicale où tu sens quand même tout de suite qu'il y a un truc qui marche vachement mieux dans beaucoup de chansons. Tu sens la dynamique du live en fait que tu n'avais pas Cross de l'Universe notamment par exemple, qui fonctionne vachement mieux. Et pour le coup, je trouve que après avoir vu cette série, on entend pendant à peu près 8 heures les mêmes chansons, les 3-4 mêmes chansons vraiment qui sont réitérées à plusieurs reprises. Et ben pourtant après t'as juste envie de réécouter Let It Be Naked en boucle, et pour le coup je l'ai écouté je sais pas combien de fois après. Il y a toutes les sessions qui sont sorties en plus l'enregistrement, donc vous avez toutes les versions possibles, les variations, les démos, des ponts différents, des mix de paroles, de chansons et tout. Ça magnifie vraiment cet album, quoi. Pour moi ça lui donne une deuxième vie en fait. Ouais, ça le replace en fait. C'est-à-dire que t'as vraiment ce sentiment effectivement cette fin de carrière, ça lui donne de la profondeur, quoi. Et puis moi qui m'a toujours semblé, tu vois, cette espèce de fin de carrière un peu où ça tirait sur la corde, où vous avez le sentiment, et puis en fait tu dis mais non, mais en fait ça tire sur la corde, mais oui, et en même temps les chansons sont quand même bien, quoi. Le fait que les chansons soient inachevées, ou genre Two of Us, elles prennent des sens, voilà. Après, je repense à la séquence sur le toit là, qui est géniale déjà parce que le dispositif est vraiment pas mal pour l'époque. Mais là où tu vois qu'il n'y a pas du tout, il y a quelque chose d'assez marrant, c'est qu'il y a un ou deux opérateurs qui est dans la rue en train de poser des questions, et c'est hilarant les réponses des badauds. Très anglais. Et par contre, c'est pas du tout, c'est anecdotique, quoi. C'est pas, alors que ça aurait pu être vraiment un documentaire génial sur le contexte, mais le choix à l'époque par Lindsay Hogg n'a pas été fait du tout là-dessus. Mais c'est trop drôle de voir des Anglais de 65 piges avec la grosse calvitie et le costume 3 pièces qui disent oui les Beatles, oui j'apprécie totalement. C'est genre des branleurs de 25 ans qui disent ah non ils ont changé, je veux plus écouter ces mecs-là. Ouais, c'était mieux avant les Beatles. Mais dans le troisième épisode, moi je trouve que ce qui est aussi intéressant, c'est justement c'est pour ça d'ailleurs qu'il a recours au split screen, c'est qu'en fait évidemment il y a un truc dramatique qui se passe qui moi je trouvais très drôle, c'est les flics. L'arrivée des flics. C'est en fait c'est que les Beatles toujours avant que les Beatles jouent et savent pas ce qui est en train de se passer en bas, où les mecs ou alors les secrétaires font mine ils savent pas, on sait pas où sont les gens, mais on peut pas monter sur le toit parce que vous comprenez, il y a trop de poids, etc. Et les flics sentent bien, et en fait les flics sont très emmerdés parce qu'ils sentent bien. Ils sont très anglais aussi, parce qu'ils sont très quand même. Et c'est les flics, c'est des petits mecs de moins de 30 ans, et tu sens bien qu'ils sont emmerdés parce que ils savent qu'ils vont jouer les chieurs, ils vont passer pour des sales cons. Tu vois, c'est les Beatles qui jouent. Et le mec d'ailleurs ne regrette absolument pas. Il disait non, moi les Beatles en fait j'aimais pas ce groupe. Il est revenu là-dessus plus tard. C'est l'inspecteur, enfin le chef, quoi. Et c'est marrant qu'ils étaient une l'ampli, et puis
genre ils arrêtent puis ils rallument l'ampli. Oui, Harrison rallume l'ampli, vous faites pas chier. Moi par exemple, moi je trouve qu'il y a un moment qui est super intéressant, c'est justement le moment où les deux espaces se rejoignent. C'est-à-dire le moment où ils sont en train de jouer et en fait tu vois comment est-ce que chacun des Beatles se rend compte qu'il y a les flics qui est derrière. McCartney, c'est extraordinaire. Il est à moitié surexcité. Il est trop content. Parce qu'à un moment ils évoquent le fait, ils disent imagine on serait sur le toit et la police viendrait nous chercher et on continue d'embarquer, ce serait le meilleur moyen de finir. Du coup il est trop content, il se dit ça va se passer comme ça. Excité comme une puce. Un plan qui se déroule sans finalement ils arrêtent, ils disent bon allez c'est bon. Alors que tu vois, et alors pour moi je sais pas si c'est moi qui interprète ça, mais Billy Preston il jette un coup d'œil par-dessus son épaule et tout d'un coup il a l'air inquiet. Et là tu dis ouais, c'est vraiment un noir américain. C'est vraiment un noir américain quand il y a les flics qui se ramènent, lui tout de suite il se sent pas en sécurité. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est, voilà exactement. Et si tu sens bien la différence effectivement de voilà, les mecs disent voilà on est les Beatles, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous faire, nous mettre des amendes, nous mettre en garde à vue. On s'en fout, voilà exactement. On roule en Rolls de toute façon. Billy Preston, enfin en tout cas moi il m'a semblé juste sur ce petit coup d'œil vaguement plus inquiet. Beaucoup plus conscient en fait des enjeux pour lui. En plus un étranger à Londres, afro-américain et tout, tu sens que ça peut un peu partir en sucette pour lui quoi. Et on voit que McCartney cherche le regard de John à ce moment-là, à dire mais si regarde ils sont là, les flics sont arrivés. C'est cool, hein. Un peu comme des gamins justement. Leur dernier baroud d'honneur sur le toit quoi. Qui est d'ailleurs cette séquence sur le toit qui est une des rares occasions de voir Harrison sourire. Je sais pas si vous avez remarqué quand Lennon se plante dans les textes dans le nom de Let Me Down je crois. Il se gourde dans les paroles, tu vois justement un peu plus la tension justement mais l'amusement qu'il y a à voir l'autre foiré alors qu'a priori il se la pète. Et quand ils se réécoutent après en studio ils sont morts de rire à ce passage. Ça c'est quand même des trucs qui sont géniaux dans tout le doc quand ils réécoutent leur propre bande en disant en fait c'est pas terrible ce qu'on fait quand même, ça c'est moyen. Puis tu vois à quel point ça fait partie de l'acte de création en fait, de se réécouter, de repenser ce qu'on a fait. Ou à l'inverse quand ils sont contents du truc et que sans en parler tu vois qu'ils tapent tous du pied et qu'ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Et puis qu'ils font c'est pas mal, c'est bon, mais bon voilà. On en refait une par sécurité. C'est ça, par sécurité quoi. Donc je pense qu'on va s'arrêter là sur Get Back, on va faire des bonus, on va parler de toutes les choses dont on n'a pas parlé sur le reste de la filmographie des Beatles et notamment du cinéma documentaire et du cinéma de fiction de manière générale. Merci messieurs, merci à Valentin pour la technique. On va se quitter avec un dernier extrait de John qui parle de masturbation et on se retrouve tout de suite pour les bonus. I'm talking about the Boy Scouts who aren't allowed to masturbate. Oh. It's very tempting when you're wearing shorts. If they only wore long trousers, maybe they'd stand a chance, you know. But I can tell you, you don't go blind, but very short-sighted. Were you all over that Beatles documentary? I've not watched it yet. I'm too scared, man. Why? I can't. You know, like when you got... It's brilliant. I know. I've got it all set up, but I know it's going to blow my mind, and I have to concentrate. It will. I've got to do all this stuff, which is fine and that, but I'm not ready for my mind to be blown yet. When I get a bit of time out, then I'll have... You know, like when you're a kid and you got them sweets and it's your last sweet, and you don't want to finish it. I'm sort of going like that. I'm waiting for it because I know once it's gone, obviously I'll be able to watch it again, but I have to be in the right head. Yeah. It blows my mind that the wheels could come off, you know what I mean? You'll love it. Bonjour, vous êtes donc dans les bonus de En attendant Godard sur notre émission sur les Beatles et Get Back. Et là que c'était Liam Gallagher tout récemment la semaine dernière, donc qui parlait du fait de ne pas encore avoir vu le documentaire de Peter Jackson parce que ça lui fait peur de voir autant de génies d'un coup. Il a peur d'être un peu paralysé, de voir ses idoles comme ça sur film. Et c'est vrai qu'il y a un côté quand même. C'est compréhensible. C'est compréhensible, c'est un peu complexant. Même sur eux, ça va être différent. Oui, sur le rapport de Oasis, on connaît le rapport des frères Gallagher à la musique des Beatles. Mais donc, on va continuer un peu à parler des différentes itérations des Beatles au cinéma et dans le documentaire, car comme on l'a dit un peu tout à l'heure, c'est quand même un des groupes qui a été les plus documentés, interprétés, surécrits, avec peut-être l'autre grande vedette, icône du XXe siècle qui est Bob Dylan. D'ailleurs, Bob Dylan et les Beatles entretiennent certains rapports de musique et on va dire presque de philosophie, et ils ont tous joué quasiment avec Bob Dylan par la suite sur des bootlegs ou des versions officiel ou non, Mathieu pourra confirmer, ils ont joué ensemble de toute façon plusieurs fois. Ringo a joué avec le band, Harrison et a joué Dylan. beaucoup, ils ont même composé plus ou moins l'album m'échappe là. Enfin c'est à l'époque à cette époque-là quasiment 69. Espace, tout ça. Oui, non mais l'album de Dylan, je recherche le titre.
Ah oui, New Morning. New Morning, si, c'est New Morning. Ouais, New Morning. Et donc il y a les sessions de New Morning avec les Harrison et sur toutes les chansons. Ouais. Sur l'album non, mais et la chanson If Not For You qui est un peu pas le single mais qui est Quel serait pour vous, mon cher Mathieu, les points communs entre les Beatles et Bob Dylan, ce qui fait leur spécificité et leur génie à l'époque? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est eux qui écrivaient leurs chansons, parce que quand tu regardes les premiers albums des Beatles, la moitié c'est des reprises. Comme les Stones à l'époque, c'est quasiment que des reprises. C'était la logique de l'industrie de la musique à l'époque, c'était de séparer interprètes et auteurs, quoi. C'est vraiment eux de faire des albums avec des chansons d'eux, finalement, c'est ça. Hein. Le point commun, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est de composer des albums entiers, de les sortir. Et c'est pas une logique de single. Et c'est pas une logique d'auteurs séparés des interprètes. Après, tout le monde sait que les Beatles ont été massivement influencés par Dylan, peut-être un peu moins dans l'autre sens, même si, comme on vient de le dire, Harrison était très pote avec... ils ont même joué au tennis, il y a des photos. Mais non, par contre, dans les interviews, Dylan, en général, c'est McCartney qui l'admire le plus. Mais après, il y a une tension entre Lennon et Dylan, du fait qu'ils sont un peu... Quelle surprise. Ouais, voilà. C'est un Dylan se serait comporté éventuellement comme un connard. Ouais, Lennon aussi, éventuellement. Est-ce que ça serait possible, deux connards dans la même pièce? Non, c'est vrai qu'ils ont pas... Je sais pas, moi, à ma connaissance, il n'y a pas des grands échanges Lennon-Dylan, mais c'est parce que voilà, c'est le même type de personnalité. Un peu difficile. Voilà. Et donc, surtout que l'époque où ils ont pu se rencontrer, c'est leur époque vraiment où chacun était le plus loin dans la drogue, 65, 66, où c'était vraiment arraché en permanence finalement. Oui, mais ça a aidé à la création. Et donc, pas forcément finalement. Et donc comme Dylan, comme un des Beatles, Harrison, ont connu un long documentaire réalisé sur leur personne. En l'occurrence, c'est George Harrison. Son film de 2011, le film sur Dylan était de 2006, et c'est vrai que on peut quand même parler des deux rapports entre les films qui sont assez différents, parce que sur Dylan c'est toute la période jusqu'à l'accident de moto en gros et sa retraite à Woodstock. Harrison c'est sur toute sa vie, mais les deux versions sont un peu différentes. C'est-à-dire que dans le film sur Harrison, plus que sur la musique, ça se concentre sur le côté personnel, son rapport avec la méditation, et aussi parfois un peu sur les ragots. C'est un peu décevant et un peu gênant. C'est quand même vachement piloté par la dernière femme de Harrison. Moi, je suis pas un grand fan de ce film. Mais j'aime bien quand même. Par contre, j'ai conseillé un texte tout à l'heure je sais pas. Là, c'est les bonus. Tout à l'heure, c'était l'émission officielle. Donc là, on en a pour 6 heures à peu près. Un texte sur les Beatles là de Gilles Moelig, et un autre texte qui est vraiment intéressant, qui est très concis. C'est le texte de Scorsese sur les Beatles. Je crois qu'il est dans le livre Living in the Material World. Il y a un livre qui est sorti avec et qui est vraiment sur justement le point de vue inverse, sur la réception des Beatles aux États-Unis par le gosse qui était Scorsese, quoi. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'influence qu'a Billy Preston, de la musique noire, du groove, qui quand il arrive dans les sessions du film dans Get Back, quoi. Mais l'influence a été analysée maintes et maintes fois, mais l'influence des Beatles aux États-Unis sur ensuite la musique post 1966-67, elle est inestimable, quoi. Personne ne peut faire comme s'il n'avait pas écouté massivement les Beatles, que ce soit dans la musique noire ou la musique blanche. Mais les Beatles, pour moi, c'est l'équivalent du western italien. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient des États-Unis, et en fait, il faut que ça passe par le tamis d'un autre pays, en fait, pour revitaliser quelque chose d'américain. C'est cette dynamique-là. Ouais. C'est un truc qui est toujours très intéressant, je trouve. Après, c'est toute ce qu'on appelle la British Invasion. Mais bon, c'est les Beatles avant tout, et notamment dans la musique noire, quoi. Tu vois, que ce soit Motown ou Stax, il y a plein de reprises des Beatles. Enfin, c'est vraiment un dialogue, quoi. Puis ça a influencé aussi toute la scène musicale de Californie, notamment à Laurel Canyon, tout ça, où ils ont pris beaucoup de ce genre d'harmonie, ce genre de format de chanson pop, justement. Non, parce que des fois, les gens sont circonspects, parce que c'est vrai que quelqu'un qui écoute de la pop aujourd'hui veut dire qu'est-ce que ça a de différent finalement les Beatles. C'est difficile d'expliquer pourquoi c'est le plus grand groupe, mais il n'y a pas un genre musical, je pense, qui peut ne pas se rapprocher dans un sens ou dans l'autre en remontant l'arbre aux Beatles. Hein.
on écoute du rap français. DJ Mehdi était un énorme fan des Beatles, quoi. Et ça se ressent pas directement quand on écoute Mafia qu'un fric, quoi. Mais ça a tellement infusé tout. Les Beatles, on peut pas en faire l'économie, quoi. Ont aussi accompagné ce mouvement, mais qui est quelque chose qu'on retrouve chez d'autres artistes, en fait. Mais qui sont des artistes qui en fait avant étaient des artistes noirs, c'est-à-dire le fait d'être capable de passer d'une communauté à une autre, c'est-à-dire que quand tu vois le nombre de morceaux des Beatles qui ont été repris par des artistes noirs américains à partir de la fin des années 60, tu vois à quel point tu vois il y a plus cette idée qu'il y avait de la musique pour les blancs et de la musique pour les noirs, et en fait il y a des précédents totalement différentes, par exemple, ce qu'ont fait les Rolling Stones, parce que tu vois par exemple B.B. King qui est un mec aujourd'hui qu'on considère c'est le bluesman machin, et en fait B.B. King c'est un mec qui est super important pour ça, parce qu'en fait c'est un mec quand il a été joué à Newport à la fin des années 50, il s'est fait bâcher en fait dans la communauté noire, parce qu'en fait on lui disait mais qu'est-ce que tu vas jouer pour les blancs, en plus il jouait du blues qui était considéré par les noirs comme la musique des champs de coton, qui était une musique en fait que les mecs ne voulaient pas entendre, et c'est lui qui a relancé l'intérêt des noirs américains pour la blues music. Parce que tu dis aussi sur ton analogie avec le western, c'est vrai pour le blues, hein, parce que c'est d'abord les étudiants blancs américains, puis ensuite vraiment c'est la scène blues des années 60, elle est anglaise, quoi. On parlait de Clapton tout à l'heure, mais il y a tous les groupes, Jeff Beck, tout ça. Yardbird, Jimmy Page, et puis les Rolling Stones qui ont comme fait leur grand cheval de bataille au début de faire du blues, justement. Et qui ont toujours été très fans de blues. Et ça, c'est intéressant. Contre, les Beatles ont jamais singé, comme l'ont fait un peu les Rolling Stones, ils n'ont jamais fait des adaptations de standards. Du blues. Ils ont quand même fait quelque chose de totalement différent en s'en inspirant, et en s'inspirant justement pas que du blues, et ce que je disais tout à l'heure, de la Motown aussi massivement, quoi. Et en plus on parlait des Rolling Stones à l'instant, mais eux par exemple dans leur rapport au cinéma est quand même assez différent, parce qu'on sait que Mick Jagger, qui est un contrôle freak, qui voulait tout mettre en place, tout contrôler, pour le coup leur rapport au cinéma ils l'ont quand même largement foiré dans des documentaires, ou alors quand ils ont voulu Mick Jagger a été acteur aussi dans de la fiction. Mais quand justement les Rolling Stones ont voulu s'emparer, on va dire, du cinéma et de faire appel à un metteur en scène connu, ils sont tombés sur Godard, qui pour le coup n'a pas du tout fait le film que eux auraient pu penser. Il a fait pour le coup un film de Godard, quoi. Mais oui, ils n'ont pas leur Hard Day's Night, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Mais eux, ils ont plus fait des shows comme le Rock'n'Roll Circus, justement. Mais d'ailleurs, le film de Scorsese sur les Rolling Stones, c'est un concert filmé. Ouais, c'est un concert filmé avec quelques images d'archives. Parce que tu sens que le rapport qu'ils ont à leur propre image, qu'ils ont quand même hyper contrôlé et qui était mis en scène par leurs différents managers, notamment Andrew Long Oldman, tu sens que le rapport est pas le même du tout, et que eux, à l'inverse justement des Beatles, quand ils sentent que ça va foirer, Mick Jagger il fait le forcing pour au contraire que la machine à billets ne s'arrête jamais, quoi. Et donc en forçant plus ou moins ses autres compères à continuer, en virant Mick Taylor qui était leur deuxième guitariste pour prendre Ron Wood qui est plus malléable, tout ça, ou du coup le cirque Rolling Stone maintenant continue malgré la mort de quand même plusieurs de ses membres, dont récemment Charlie Watts, quoi, parce qu'il veut continuera peut-être après la mort de tous les membres. Et voilà. Sous forme d'hologramme, j'imagine. C'est ça. Il continuera toujours même après la mort de Keith Richards, quoi. Et donc pour revenir sur les documentaires des Beatles, par exemple, récemment là, ça continue encore. Il y a eu une mini-série documentaire de discussion entre Paul McCartney et puis Rick Rubin, donc le producteur de Johnny Cash, de Slayer, des Beastie Boys, tout ça, qui est sorti sur Hulu l'année dernière. Donc c'est 6 fois 30 minutes où pour le coup ils sont juste devant une table de mixage, une console, et ils parlent que de musique. Ils parlent de la composition, de la manière de faire des arrangements. Donc et c'est un truc qui, entre guillemets, ne vieillit jamais, parce que constamment on peut revenir dessus. Il y aura toujours des choses qui vont être découvertes, où McCartney a quand même encore un entrain certain malgré sa tête de vieille dame, mais il continue quand même avec un entrain encore à composer et à pouvoir parler de sa musique sans jamais s'arrêter, quoi. Donc c'est un puits sans fond, alors que malgré tous les divers documentaires sur les Beatles qui ont été faits, ou les variations dans les films de fiction, parce qu'il y en a eu plusieurs aussi. On parlait tout à l'heure de Nowhere Boy, le film sur la jeunesse de John Lennon. Il y avait aussi un sur leur jeunesse à Hambourg en 95, s'appelait Black Beach, je crois, avec c'est de la merde aussi, non? Ouais, avec Stephen Dorff qui jouait Stuart Sutcliffe. Ouais, c'est ça, qui était leur premier bassiste et qui est mort à l'âge de 21 ans. Mais donc déjà, il y a beaucoup de choses pour essayer d'émuler justement le génie de leur jeunesse, pour savoir comment est-ce qu'ils ont pu faire ça. Il y a eu plein de variations. Il y a aussi des parodies, notamment dans Walk Hard de Jack Kasdan, où ce qui est parodié, c'est plus justement
la période en Inde du groupe, qui a aussi été pas mal documentée avec divers documentaires notamment, mais qui est une période un peu charnière aussi dans leur carrière, quoi. D'ailleurs, les images qu'on voit dans Get Back ont l'air assez dingues. Je sais pas si Peter Jackson veut sortir un truc là-dessus aussi. Des films de famille, ouais. On peut revenir justement un petit peu sur la période indienne du groupe, où il se moque beaucoup. Il se moque beaucoup de George Harrison. Ouais, ils sont très facétieux avec George Harrison. Ils sont un peu, ils se moquent d'eux-mêmes aussi parce que ils se rendent compte qu'ils sont un petit peu ridiculisés. Ils se sont laissés un peu avoir. Et puis il y a deux espèces de Krishna au tout début qu'on voit plus jamais après. D'ailleurs, dans le film, il y a des espèces de zozo. Voilà, de groupie Krishna de George Harrison, puis ils ont l'air de se faire dégager assez vite, quoi. Non, et une anecdote où il dit oui, après Lennon est monté dans l'hélico avec comment il s'appelle le maître, avec le gourou. Ouais. Il dit oui, j'espère qu'il allait me donner la clé de l'existence et tout. Genre, ils se rendent compte qu'ils se sont un petit peu. D'ailleurs, c'est la chanson Sexy CD qui retrace ça sur l'album blanc. De toute façon, ça vient un peu aussi de tous les genres de personnes qui grappillent autour des Beatles et qui essaient un peu de prendre leur truc au fur et à mesure de leur carrière. C'est le premier album 63, dernier donc en 70, et quand même une évolution musicale qui a été beaucoup documentée aussi, mais qui est quand même assez folle, où Mathieu t'en parlait justement, d'un prototype de pop pur de 2 minutes 30, 3 minutes sur des histoires d'amour, enfin vraiment un truc de rock'n'roll finalement, qui est un peu le prototype de toutes les chansons de Buddy Holly ou bien de Chuck Berry, puis puis passer par des étapes beaucoup plus complexes qui sont issues d'un réseau d'influences musicales, passe du blues aux expérimentations électro. C'est logique parce que tu regardes ce qui se passe en Angleterre au même moment. Tu vois, Pink Floyd, je crois que les premiers albums, ça va être 66, 67. Je crois que l'album Paper at the Gates of Dawn a été enregistré en même temps qu'Abbey Road. Tu vois, et pareil, Soft Machine. Ça doit être et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, tu vois bien que c'est ça que moi je trouve aussi qui fait que, à mon avis, une des raisons de la pertinence en fait des Beatles, c'est qu'en fait les Beatles, sans forcément en avoir vraiment conscience, en fait, arrivent pile poil au moment où ce qu'on considère comme la musique populaire en fait change de forme, où on passe effectivement de la musique au maître, tu vois, de la musique yéyé, avec où on produisait des tubes, et la Motown faisait ça aussi d'ailleurs. Mais tu vois bien, tu regardes la Motown par exemple, à partir du fin des années 60, début des années 70, tu commences à avoir des producteurs, des Norman Whitfield et des trucs comme ça qui commencent à, tu vois, les Temptations, qui était vraiment un groupe de doo-wop au départ, et en fait tu arrives à un album comme Masterpiece, je veux dire, en 1971, qui est un album hyper funky, où ça devient ça suit aussi la carrière de Stevie Wonder, quoi. Voilà. Oui, voilà, Stevie Wonder aussi, qui part dans des trucs vachement plus psychés, que moi je trouve très bien d'ailleurs. Et moi, c'est vrai que par exemple, je vois bien musicalement, moi j'aime bien, enfin, pour moi, ça décolle vraiment en 67, 68 en fait, la musique pop. C'est-à-dire que tout ce qui est très pop en fait avant, ça m'intéresse moins. Moi, j'aime bien quand ça commence à se barrer en sucette. C'est vrai que les choses les plus impressionnantes, c'est la première moitié des années 70 en fait. Pour moi, c'est la meilleure période musicale. Enfin voilà, c'est très subjectif, mais pour moi, ma période préférée, quel que soit le genre, une synthèse 68-72 quoi. 68-72, pour moi, il y a quasiment rien, enfin il y a des trucs de merde à l'époque où c'est la merde dans le monde, voilà, c'est la merde dans le monde, c'est le Vietnam et tout, mais tu vois, mais Miles Davis, chaque fois qu'il sort un album, c'est une bombe. Stevie Wonder, c'est une bombe. Les Beatles, c'est des bombes à chaque fois. Les Stones, c'est leur meilleur PC, c'est là où ça devient syncrétique, quoi, que les mecs aussi, qui font de la country font des trucs funk en même temps. C'est là où la musique devient mondialisée en fait, c'est vraiment ça, ils accompagnent aussi Dylan cette mondialisation musicale. À jouer avec des rednecks, donc c'est encore plus mal vu qu'avant, que quand il est passé à la guitare électrique, tout ça. Donc mais même avec la musique indienne finalement, puisque Harrison n'est pas le premier à porter ces influences-là. Voilà, il y a les Kings sont faits aussi avec See My Friend, qui je crois a été enregistré avant les morceaux. Les Kings, groupe alors probablement le meilleur groupe de sous-Beatles britannique, groupe hyper sous-estimé, les Kings. Et moi, plus j'écoute les Kings, plus je trouve ça bien. C'est le génie de l'écriture. C'est des mecs hyper productifs et qui ont été. Là, moi, j'ai eu l'occasion de racheter un album que j'ai mis très longtemps à découvrir, mais qui est vraiment, je trouve, un super album de pop musique britannique. C'est Lola versus Power Man and the Merry-Go-Round, quoi, qui est un album où il n'y a pas. Il y a un peu la fin des Kings. Il y a encore Arthur derrière. Il y a Arthur est mortel quand même. Et Muswell Billis, qui est quand même super. Ouais, mais qui est pour le coup déjà conceptuel un peu. Ouais, c'est conceptuel, mais il est quand même super cet album. Après, ça se gâte. Et c'est un groupe qui est marrant parce qu'effectivement, ils ont pas ce côté historique finalement des Beatles, tu vois, dans les mélodies et tout ça. Et pourtant, moi, je trouve que plus tu écoutes, plus tu te dis, mais en fait, les mecs sont super créatifs. Mais ils ont une évolution un peu similaire. Mais en fait, ils ont pris quelque chose de plus anglais aussi, quoi. Oui, ils ont assumé ça jusqu'au bout. Mais avec cette forme d'humour aussi. Le fait de faire des voix, de faire des accents, tu vois, ils aiment les paroles des Kings. Il y a plein de chansons qui sont assez drôles à écouter en fait. Ils sont un peu dans la tradition
de l'humour anglais, du cabaret. Assez satirique aussi, avec notamment des chansons sur le monde de la musique, sur le monde de l'entertainment, voilà, qui moi je trouve. Alors c'est peut-être ça la différence peut-être entre les Kings et les Beatles, c'est ça. C'est qu'ils ont conscience d'être dans le monde des Beatles en fait. Ils ont conscience d'être arrivés après en fait, d'être un ton en dessous et ils en jouent. Qui se moquent de la mode, qui se moquent du swinging London. Alors que les mecs étaient comme un peu justement les parangons. La musique anglaise de l'époque, justement, le côté un peu pince sans rire, les mecs ultra sapés, les petites lunettes, tout ça, c'est quand même vachement dans le mood de l'époque, et c'est un peu une image de marque finalement du Londres de l'époque, quoi, qu'on voit après dans des trucs Austin Powers et compagnie, quand t'as les mods et tout ça. Mais les Who ont eu aussi cette phase-là, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont joué le jeu, en fait. Notamment, il y a cette fameuse histoire que Roger Daltrey, en fait, qui a les cheveux bouclés, le chanteur des Who. En fait, dans sa période mode, en fait, il se lissait les cheveux pour avoir la coupe au bol, en fait, tu vois. Et puis jusqu'au moment où la fin des années 60 est arrivée, ils ont enregistré Tommy, et là, de la coupe, cette espèce de grande cascade chevelée. Il était tout content apparemment de plus avoir à se lisser les cheveux, quoi. C'est assez, et pareil, il y a cette espèce d'ironie, on la retrouve aussi, moi je trouve, peut-être un peu moins chez les Stones, mais chez les Who c'est carrément visible aussi, quoi. Il y a ce côté, il y a plein de morceaux chez les Who qui sont assez drôles aussi, avec pareil ce truc des accents, tu vois. Pete Townshend fait beaucoup ça, Kiss Moon aussi d'ailleurs, c'est blaguer en fait avec l'histoire d'accent, et là ça retombe pour moi sur les Monty Python. Je voulais venir parce que justement sur l'influence anglaise de l'époque ou de l'humour de manière générale avec les Monty Python. Peter Sellers, enfin tu vois, tu sens cet humour radiophonique qui devient ensuite télévisuel. Et Peter Sellers qui fait une apparition dans Get Back d'ailleurs. Ouais. Oui, exact. C'est très très drôle ce passage. Peter Sellers qui était copain avec Ringo d'ailleurs, ils ont fait un film ensemble, tout ça. Et donc les rapports des Monty Python avec les Beatles. Les Beatles étaient très fans, très clients de l'humour des Monty Python, qui ont démarré à la fin des années 60, justement, en 67-68, leur premier show. Et après, Harrison va mettre des billes dans deux films des Monty Python. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que les Beatles, c'est une de leurs marques de fabrique, leur personnalité, leur humour pince sans rire, leur accent liverpoolien, mais qu'ils ont complètement gommé dans leurs chansons, quoi. Il y a pas cette dimension là, il y a pas la dimension humoristique, la dimension prolétaire du Nord que les Kings sont de la banlieue londonienne, mais ce côté musical en fait. Effectivement. Et eux ils sont concentrés sur justement de faire quelque chose de parfait et pas mettre en avant tant que ça leur c'est plus dans leur image en fait qu'ils vont projeter ce côté humour, ce côté working class hero, et puis partir dans un imaginaire plus poétique en fait, d'espèce de truc un peu surréaliste, plus universel aussi, et plus universel du coup, c'est-à-dire moins marqué en fait socialement en fait, ou culturellement par rapport à voilà. Et c'est vrai, c'est peut-être ça aussi qui leur donne ce côté universel, c'est qu'effectivement les Beatles, il y a des tas de chansons où je comprends absolument pas de quoi ils parlent, et on s'en fout un peu parce qu'en fait c'est justement ce côté light, quoi. C'est pas alourdi justement par quelque chose qui sans doute fonctionne mieux chez les Kings, ce côté prolo, que chez les Beatles, quoi. Parce qu'il y a aussi chez les Kings justement en termes de paroles un truc qui est plus direct, qui voudrait moins prendre peut-être un détour poétique. Tu vois que dans les Beatles, on voit bien dans Get Back, ils cherchent à ce que ça sonne bien, et le sens est secondaire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'efficacité narrative presque du morceau. Mais c'est là que justement qu'il y a un truc assez intéressant, c'est que l'humour britannique, en fait, c'est un annulateur de classe. Parce que tu vois les Monty Python, qui sont pas du tout de la même classe sociale, qui sont des mecs qui sont les mecs de Cambridge et Oxford, qui sont des fils de bourgeois, mais qui avaient ce même désir de transgression en fait que les fils de prolos. Et c'est assez marrant de voir comment dans les années 60, justement, tu te retrouves avec justement des gens qui viennent de... Alors que la division en classe, à cette époque-là, elle est hyper forte, quoi. Enfin, elle est toujours d'ailleurs hyper forte, mais elle est très très marquée. Et quand t'es un bourgeois, t'as l'air d'un bourgeois, tu réfléchis comme un bourgeois. C'est beaucoup plus sensible qu'en France où c'est... Enfin, la société de classe existe partout, hein. On est tous marxistes ici, mais en Angleterre, c'est beaucoup plus conscient, quoi. Oui, puis c'est beaucoup plus apparent en termes en termes visuels, c'est-à-dire que tu peux définir c'est pour ça que les accents d'ailleurs ont autant d'importance, voilà, parce que les accents sont des marqueurs sociaux. Quand tu as un accent du Nord, quand tu as un accent de Sheffield, Lennon a d'ailleurs avoué qu'on leur avait demandé de marquer fortement leur accent du Nord, quoi. Alors que justement et que sa tante Mimi lui disait mais pourquoi tu parles comme ça, on parle parce que finalement la tante Mimi qui a élevé Lennon était d'un milieu un peu plus aisé que les autres Beatles. Ils avaient une maison, ils étaient propriétaires et tout. Et du coup, il était très attaché aux bonnes manières et a essayé de ne pas être trop working class. Et elle lui a reproché de la jouer trop working class, quoi.
Alors que justement, c'est au cours de l'histoire anglaise récente, dans les années 80-90, dans les années post-Margaret Thatcher, ça aura plutôt tendance à changer. On va plutôt imposer un accent, montrer qu'on est vraiment marqueur d'une région, parce qu'on parlait de Sheffield, donc il y aura Pulp qui vont jouer beaucoup là-dessus, Oasis avec Manchester aussi, où ils vont vraiment bien mettre en avant leur côté prolo, leur côté. Oui, après dans la Britpop, ça dégueulasse. a été un enjeu aussi. Hein. Je sais que Suède, on a un peu oublié ce groupe maintenant, mais qui faisait partie des rivaux d'Oasis et qui se moquaient d'Oasis en disant que c'était des gros beaufs avec un accent ridicule, qui les appelaient même les électriciens chantants. Pas mal. Mais ce qui du coup donne aussi la guerre entre guillemets entre Blur et Oasis. Non, mais après les électriciens dans la pop, c'est assez important aussi. On n'en parle pas souvent. Hein. George Harrison était quand même apprenti électricien. Pas mal. C'est bien ça de connaître. C'est vraiment un métier très rock. Et c'est vrai que justement, c'est pas pour rien d'ailleurs que ça s'appelle la pop musique. Ça correspond aussi à une affirmation culturelle des classes populaires en tant que classe populaire. Enfin, à mon avis, il y a ça aussi. Mais qui est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs, c'est assez marrant, et on revient à Smolax finalement, qui montre Steve McQueen montre bien aussi que ça a aussi lieu en fait parallèlement. Chez les Caribéens britanniques en fait, cette idée que on n'a pas à singer justement les codes de la bourgeoisie, mais qu'on peut exister en fait, on peut dire les codes culturels qu'on a sont pas des codes honteux en fait. Et je pense que ça correspond vraiment aussi en même temps qu'une prise de conscience politique. Mais que de toute façon, populaires en tant que classe en fait. Quoi. Mais de toute façon, ce sont des codes qui sont très vite récupérés par le système dans lequel ils évoluent. De toute façon, c'est très bien que même si tu veux faire partie de la contre-culture, la contre-culture va très vite devenir la culture, quoi. Comme le cinéma américain des années 70. C'est un mouvement de cette époque-là, c'était pas le cas avant. La contre-culture, en fait, c'est la culture parce que ça devient très vite la culture majoritaire. Et c'est ce que montrait très bien, moi, je trouve, Todd Haynes, justement, dans le documentaire sur le Velvet. Sur le Velvet, ouais. C'est que les mecs du Velvet, ils ont conscience en même temps que, dès qu'ils bossent avec Andy Warhol, je pense qu'ils envisagent tout de suite la récupération capitalistique de leur truc. Mais je pense que quand t'es américain, élitiste déjà. Voilà, c'est pas un problème, quoi. Tu vois, c'est naturel plutôt. Ça fait partie du jeu, quoi. Si tu veux, arriver à accéder, il va falloir jouer les règles. Et les artistes noirs américains, ils en ont quelque part beaucoup souffert parce et les blancs aussi d'ailleurs. Parce que jusqu'au début des années 70, les membres des groupes sont pas crédités sur les albums. Donc en fait, les labels se sont fait un fric mais incroyable sur des gens de 20 ans, 25 ans qu'ils ont usé jusqu'à la corde sans leur verser les 3/4 des royalties auxquels ils avaient le droit, quoi. Et c'est là justement que tu as une nouvelle génération d'artistes, et c'est là que tu arrives au Michael Jackson, c'est là que tu arrives au Prince, c'est-à-dire des mecs qui disent non, moi maintenant je veux dire ce que je fais, je touche le pognon sur ce que je fais. Et les Beatles, ils ont cette conscience là aussi. Jusqu'à ce que Michael Jackson rachète les droits des Beatles. Il les a pas rachetés, c'est Paul McCartney qui lui a dit ok, parce qu'ils étaient apparemment très potes tous les deux, il aimait beaucoup. Ils ont fait un super duo ensemble. Ouais, qui pique un peu les oreilles. La période années 80 de McCartney, c'est pas sa meilleure période. Il fait des chansons mais justement, c'est pas forcément pour ça que ça devient nul en fait. Non, mais c'est-à-dire que justement, t'as les albums de McCartney en solo. Tu vois, je te dis, cet album de 82, qui s'appelle 2, il me semble, cet album-là. McCartney 2, et moi je trouve qu'il y a un album qui a des trucs, des chansons hyper surprenantes, quoi. Mortel, bien sûr. Voilà, et du coup il y a effectivement ce côté très light, très qui est un peu ce qui émerge, ce dont on se souvient aujourd'hui, sauf qu'en fait McCartney il a continué à chercher. Ouais, mais tu vois, tu en as plein, même George Harrison quand il fait des reprises dans les années 80 de genre Got My Mind Set on You, où la chanson de base est quand même magnifique, et les arrangements qu'il met à l'époque, c'est quand même des bonnes grosses batteries années 80, des trucs un peu. Il a fait un bon tube. Elle est quand même vachement cool cette chanson. Ouais, non, elle est cool, mais tu sens que c'est quand même très marqué par son époque, quoi. Y compris à la fin des années 80, quand il fait un super groupe avec Tom Petty, avec Dylan et puis Roy. The Traveling Wilburys. Les chansons sont assez sympathiques, mais tu vois, genre autant de talent pour faire un truc qui est juste sympathique. Après, c'est peut-être aussi le problème le super groupe de manière générale, quoi. Puis des contextes de production des années fin 80, début 90, qui est compliqué. Ça vient du rock de stade aussi, quoi. C'est à cette époque-là, quoi. T'as aussi le super groupe de country avec Chris Christopherson, Waylon Jennings et puis Johnny Cash, où c'est-à-dire que c'est la meilleure carrière de personne, quoi. C'est pas honteux, mais tu rentres quand même tout de suite dans un système où t'as l'impression que les vieux essayent de rattraper un peu le temps et de. Les vieilles canailles en France. Oui, voilà, c'est ça. Mais que du coup, effectivement, même à l'époque, Dylan ne fait pas ses meilleurs albums, quoi. Empire Burlesque ou tout comme ça. Il y a une ou deux bonnes chansons, mais c'est quand même globalement. Les années 80 qui sont aujourd'hui adulées, quand tu les as vécues,
Les années 80, tu te dis ouais, c'est bon. On a beaucoup exagéré. Ouais, voilà, c'est pas. Non, alors c'est ça qui est intéressant, c'est justement que c'est une période de déclin pour tous les grands styles musicaux en fait des années 60-70. Mais justement, et c'est là que c'est intéressant, c'est que ce déclin-là, il est nécessaire pour faire apparaître autre chose, et pour faire apparaître le punk et pour faire apparaître le hip-hop. Parce que s'il y avait eu des Stevie Wonder et des trucs comme ça, des mecs aussi pesants, tu vois, je veux dire des Stevie Wonder, des Ray Charles dans les années 80, des groupes comme Public Enemy, des groupes justement qui étaient autodidactes, et qui n'étaient pas des musiciens de formation, mais qui étaient des groupes autodidactes, ils n'auraient pas jamais pu en fait. Et pareil pour le punk, c'est-à-dire qu'il fallait que les bons musiciens déclinent pour qu'en gros, pas les mauvais, mais pour que les musiciens quand tu vois les autodidactes Stones de puissent l'époque, devenir des clairement, tu dis musiciens. que t'as envie de faire autre chose, quoi. Alors. Parce que quand tu vois les Stones à l'époque où c'est les gros barnums et des habillés en lycra moulant et compagnie, c'est sûr que tu dis qu'il faut peut-être ramener un peu de rock'n'roll là-dedans. Pareil pour la New Wave, quoi, tu vois, oui. Qui est une version dépressive en fait de la pop musique générée un peu, qui est une version suicidaire, quoi, dire du truc. Et effectivement, avec des synthés. Voilà. Et moi, je trouve ça dans l'histoire de la musique, mais dans l'histoire culturelle de manière générale, je trouve toujours ça intéressant qu'il faut qu'il y en ait qui baissent pour qu'il y en ait qui montent, quoi. Et que ça ait des espèces de mouvements où tu peux regretter évidemment, quoi, tu vois. Mais voilà, tu peux pas. Moi, je connais pas beaucoup d'artistes qui, justement, à part quelques bluesmen qui pendant 60 ou quelques jazzmen qui pendant 60 ans arrivent à être créatifs pendant 60 ans de leur carrière. Je pense qu'en pop, c'est beaucoup plus court. Ta carrière est forcément beaucoup plus courte. Mais comme en hip-hop, d'ailleurs, en hip-hop, c'est encore plus court. Généralement, au bout de 2-3 albums, en fait, le groupe, ils arrivent plus à bosser ensemble, quoi. Ils ont plus rien à se dire, quoi. Et c'est très très rare d'avoir des groupes là actuellement. C'est par exemple, il y a quelques groupes de hip-hop qui sont des groupes qui existent depuis une vingtaine d'années. Mais la plupart des trucs ont splitté, quoi, en fait, quoi. Voilà, parce que c'était pas. Problème d'argent, problème d'ego. Ouais, voilà, problème d'argent, de problème créativité. d'ego. Et puis, et du coup, c'est pour ça, tu vois, les Beatles, c'est un groupe qui à la fois a pas duré longtemps, mais qui, vu sa productivité, finalement, a duré longtemps, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même dit beaucoup de choses, en fait, quand ils se sont séparés, ils avaient déjà quand même beaucoup. Une douzaine d'albums choses, en 8 ans, ouais, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Et puis encore une fois, des choses qui se sont incarnées musicalement, mais pas seulement. Je veux dire, oui. Aussi dans la façon dont on avait de les filmer, de les appréhender dans des fictions, dans des documentaires. Ils ont aussi changé la donne à ce niveau-là, à plusieurs niveaux, quoi. C'est une nouvelle vague, de toute façon, Ouais, donc c'est une logique que ça accompagne aussi la modernité finalement cinématographique, puisque c'est la modernité musicale, quoi. Et justement, pour finir là-dessus, on parlait tout à l'heure des Monty Python. Il y a eu un film de 1978 qui était tourné pour la télé par Eric Idle, donc des Monty Python, qui s'appelle The Rootles, qui était un faux groupe qu'ils avaient créé pour des sketchs avec Neil Haynes, qui a composé une partie des chansons des films des Monty Python, notamment dans Sacré Graal. Et donc là, ils font un film parodie des Beatles, avec une palanquée de chansons qui sont toutes merveilleuses, où il y a certains Beatles qui apparaissent d'ailleurs dans ce faux documentaire. Il y a notamment George Harrison qui joue un reporter, il y a Mick Jagger dans son propre rôle, il y aura sa femme aussi, et ça montre bien justement un peu la porosité, en tout cas les allers-retours entre un certain humour anglais et puis le groupe des Beatles, justement, quoi. Et tous les rip-offs des Beatles qui sont composés juste pour le film sont absolument merveilleux, quoi. Ce sont des purs rip-offs et c'est des chansons absolument merveilleuses. C'est sorti en album. Ouais. Il y a plusieurs. Archéologie et puis The Rootles. Voilà. Et il y a des chansons super drôles. Il y a des chansons super drôles. All You Need Is Booze, non? Ouais, c'est ça. Et il y a aussi du coup des petits taquets à leurs anciens camarades, où justement on parlait de Yoko Ono tout à l'heure, qui dans le film est montrée comme une nazie. Comme une nazie, ouais. Avec un brassard nazi. La fille de l'inventeur de la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, vu que c'était validé par Harrison. Alors, je pense à ça, tu parles d'archéologie, et il y avait le documentaire, l'anthologie, oui. en 5, qui reste une somme dans la filmographie sur les Beatles, même s'il est hyper classique, hyper dans la forme, dans la forme, c'est beaucoup d'interviews et d'archives. Pour les amateurs des Beatles, c'est à voir absolument. Mais qui est finalement aussi la forme peut-être la plus agréable quand c'est des documentaires rétrospectifs sur des groupes, quoi. Pas trop de faire chichi, justement, de mise en scène, comme on parlait sur de la fin des années 90, je pense. Une certaine sobriété de la mise en scène qui est pas inintéressante, quoi. Monsieur, on va s'arrêter là, donc vous avez des choses à rajouter. On n'a pas parlé des films des Beatles, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai, des films des Beatles, on a un peu parlé, mais si tu veux, on peut en parler, Mathieu. Non, écoute, non, il n'y a rien à en dire. Non.
Si, Help, c'est chouette quand même. Mais... Non, tous les films ont leur intérêt, parce qu'on parlait avant de Magical Mystery Tour, qui a été un gros bide à l'époque, qui à voir aussi. Yellow Submarine est hyper bien. C'est en termes d'animation, moi je trouve ça super classe. Inventif, les chansons sont bien et l'animation est vraiment belle. George Dunning, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Il y a un peu de rotoscopie un peu étrange dans le film, un peu retravaillé. Non, aussi, c'est une filmographie qui est vachement intéressante parce qu'on sent qu'ils se sont servis aussi de ce contrat qui les liait à la maison de production, je crois, où ils étaient obligés de faire 5 films avec cette maison de production. Je ne sais même plus la maison de production en question. EMI. Non, c'était... si, peut-être EMI. Et du coup, on sent bien qu'ils se sont servis de ça pour inventer des formes un peu novatrices. Bon, on a évoqué tout à l'heure l'émission principale avec Hard Day's Night, qui est clairement une capitalisation sur les trouvailles liées aux technologies de la portabilité, des caméras légères, etc. Et on reprend ce style de ce documentaire de 64 pour en faire une fiction. En plus, c'est assez amusante parce qu'il y a le côté très nouvelle vague dans le tournage. Il y a faux cinéma. Et faux documentaire. Et puis il y a les déguisements, il y a vraiment le côté humour. Mais avec quand même une dimension un peu très fictionnelle et puis parfois des moments un peu oniriques dont ils sont dans le train au début. D'un seul coup, ils se mettent à jouer, ils ont les instruments qui apparaissent, ils se mettent à jouer un morceau très clip dans l'esprit. Ça arrive comme ça s'explique. Tous les morceaux sont hyper bien amenés. Enfin, justement, ils sont amenés artificiellement, mais c'est comme des clips de super qualité. Help est un peu dans ce goût-là, mais avec un côté plus footrack. Un peu plus un film d'aventure, qui était un peu aussi en même temps les films de l'époque. Un peu plus débile, Coburn, par contre en couleur. Et on assume plus le côté clip dans les passages musicaux qui sont vraiment tournés comme des clips. Je sais pas trop d'ailleurs est-ce qu'à l'époque de Help, c'était déjà des choses qui étaient récurrentes de tourner des vidéoclips comme ça pour Scopitone, mais à l'époque c'est ça, c'est Scopitone en fait. C'est Scopitone ou alors les mecs dans des décharges ou alors des prises des vidéos qui venaient des extraits du Ed Sullivan Show, tu vois, des prestations d'émissions quoi. Mais c'est vrai que les clips vidéo, je pense que c'est pas du tout encore, on n'est pas du tout encore pour moi le clip vidéo c'est vraiment fin des années 70 quoi. Tu vois, c'est avec MTV et tout ça quoi, où il commence à y avoir des tuyaux en fait pour diffuser. Et je pense que des chaînes de production pour les faire. Mais c'est vrai que c'est sans doute parmi les inventeurs effectivement de la vidéo musicale en tout cas, peut-être pas du clip, mais au moins de la vidéo musicale. Et c'est vrai que mais tu retrouveras ça aussi, Woodstock quelque part, tu vois, a aussi ce côté vidéo musical, même si c'est des prises live, mais il y a pas de fiction quoi, tu vois, mais il y a cette tu sens que le fait que la pop musique devienne justement mondialisée et que ça s'écoule par millions d'exemplaires justifie le fait que le cinéma commence à non plus simplement prendre des artistes pour les faire apparaître dans une chanson comme c'était le cas à Hollywood dans les années 50 où t'avais tel chanteur, tel machin, et puis il y avait la chanson du film qui était interprétée par Trucmuche et que on te faisait une scène de bar ou une scène de club et puis t'avais Duke Ellington qui jouait à l'arrière, tu vois, voilà, mais c'était pas Dean Martin qui chante, Rio Bravo. Oui, c'est vrai. Mais et puis je voulais revenir aussi sur ce film What's Happening de Beatles, donc des frères Maysles, parce que ça fait écho aussi à l'imaginaire construit autour des Beatles en fait, c'est l'imaginaire social en fait des personnes qui ont découvert les Beatles à cette époque-là. Et dans le film il y a une séquence qui est absolument formidable, c'est le moment où les Beatles vont au Ed Sullivan Show, donc ils sont prêts à interpréter leur morceau sur scène. Et en fait les producteurs de l'émission ont refusé que les Maysles entrent avec leur caméra pour filmer les Beatles en live, donc ils voulaient pas qu'ils soient présents. Donc les Maysles étaient là, mince, on est en train de construire notre film sur ce concert. L'exclusivité en fait du Ed Sullivan Show. Et ils sont là, comment est-ce qu'on va faire ? C'est un peu dommage de juste mettre les images de télé du show, quoi. Et en fait, ils ont une idée que je trouve être une des plus belles idées sur les Beatles, qui fait un peu écho à ce qui se passe dans Let It Be et dans Get Back, ce qui boucle un peu la boucle. C'est qu'au lieu de filmer le spectacle en lui-même, ils vont dans les rues et ils vont frapper aux portes des gens en disant, est-ce qu'on peut rentrer chez vous pour vous filmer en train de regarder le Ed Sullivan Show? Et il y a une famille qui dit carrément rentrer et tout, et ils sont là avec cette famille, c'est je vois les deux parents en fait le show avec eux. Exactement, et en fait c'est génial de les voir comment ils découvrent ça. T'as la gamine qui dit un truc genre I love the way they move, et c'est juste ça qu'elle dit. Ils sont tous fascinés, ils dodelinent le père, on voit bien le mec un peu de la classe un peu haute, strict, voilà, un peu strict, et puis il dodeline un peu de la tête, il y a un truc hyper touchant là-dedans. Et cette façon d'appréhender le mythe des Beatles, ça va être repris dans un film qu'on n'a pas évoqué. Voilà, je voulais venir justement, un film de Robert Zemeckis, c'est un de ses premiers films, I Wanna Hold Your Hand, tout à fait, où c'est un groupe de jeunes qui veut justement aller voir les Beatles
C'est ça, qui veut aller au concert. Ça doit être le Ed Sullivan Show d'ailleurs. Ouais, c'est ça, parce que c'est la première arrivée des Beatles aux States. Et on va suivre 4 ou 5 jeunes, en fait, jeunes filles, en général, il y a aussi un gars ou deux, je crois, qui vont tout faire pour rentrer au Ed Sullivan Show et parce qu'ils n'ont pas les places, donc ils vont essayer de s'en procurer ailleurs, etc. Ou de risquer pour y aller. Le Ed Show, il n'y a pas une interview d'un artiste américain Ils sont tous des années 70 qui te dit, non, mais même qui te dit pas. Genre où il était quand il y a eu le Ed Sullivan Show, c'est un raz-de-marée, quoi. Tout à fait. Et donc c'est le sujet du film, et ce qui est fort, c'est que bien sûr Zemeckis ne va jamais filmer les Beatles. En réalité, il va toujours les suggérer. On va voir leurs pieds dans leur chambre d'hôtel, parce qu'il y a un personnage qui est planqué sous le lit au moment où ils arrivent. On voit juste leurs pieds. Enfin, il y a vraiment un jeu comme ça sur la mythologie en fait de ces musiciens. Et donc sur l'impact qu'il a eu sur l'inconscient collectif, c'est-à-dire on les connaît tous, mais en réalité on les connaît pas. Enfin, il y a un truc là-dedans qui est assez beau, je trouve. Parce que tu aussi un peu, je crois que tu m'avais parlé du premier film réalisé par Tom Hanks, où c'est des personnages qui justement aussi qui sont fans des Beatles et qui ont un peu le même rapport mythe. Voir l'idole. Ouais, c'est un film qui suit un groupe de musique des années 60, de deuxième moitié des années 60. Genre de rip-off, justement. Voilà, c'est ça. Référence ces groupes qui ont fait un single, en fait, et qui ont complètement disparu. Et en fait, on va suivre un groupe comme ça et on va essayer de comprendre les raisons de leur séparation et du fait qu'ils aient fait qu'une chanson alors que la chanson est mortelle. Et pourquoi ils n'ont pas fait plus. Et le film nous explique en fait que les relations entre ces musiciens, le succès qui leur monte à la tête, etc., fait que ça fait tout vriller au final. Et c'est là qu'on s'aperçoit en creux à quel point les Beatles avaient la tête sur les épaules, en fait. C'est des jeunes qui se sont pas laissés prendre par le système, qui ont gardé cette espèce de distance que je trouve assez forte, en fait, dans leur manière de pas essayer de créer un mythe, mais de s'adapter à ce qui se passait autour d'eux, à être juste à rigoler de ce qui se passait et à s'amuser des médias qui se servaient de leur image, etc. Et ça aussi, je pense que c'est pas que eux, c'est aussi Martin et Epstein qui ont été extrêmement importants là-dedans, mais voilà, c'est le film de Tom Hanks, moi je le trouve super. Je sais pas si vous l'avez vu de votre côté, c'est That Thing You Do, mais c'est une belle réflexion en creux sur les Beatles, un peu comme le film de Zemeckis. D'accord, merci messieurs. Là pour le coup, on va s'arrêter là. Donc non, encore des choses à raconter. On pourrait de toute façon, je pense. Les fringues, on n'a pas parlé des fringues. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas. On n'a pas parlé des films dans lesquels ils ont joué, les coupes de cheveux, tout ça. Indépendamment. Comment j'ai gagné la guerre. Avec Lennon, ouais. Candy. Ou les westerns de Ringo Starr. Blind Mine aussi, avec Ringo Starr, où il joue un pistolero aveugle dans un film italien produit par des Espagnols, qui est plutôt pas mal. Un Castellari, celui-là? Non, c'est pas un Castellari, c'est plutôt un peu obscur, mais qui est plutôt pas mal, le Blind Man. Ouais. Alors, on peut finir sur le côté chiffon, si vous voulez. Qui a la meilleure coiffure des Beatles? À quelle époque? Dans Get Back ou... C'est ça, dans Get Back? Dans Get Back, de manière générale. moi j'aime bien McCartney. Ouais, moi aussi, dans Get Back. Je trouve qu'il est super classe avec sa petite barbe là. Il est sublime. Il a jamais été aussi beau. Je trouve qu'il est tout. Il aurait jamais dû raser sa barbe, Paul. Non, mais il se gratte tout le temps pendant le film. Elle est pas bien entretenue. Ça, c'est un truc d'ailleurs que j'ai remarqué quand il est nerveux, c'est assez marrant. Il se ronge quand il se ronge les ongles en fait. Tu vois qu'en fait quand il est emmerdé, qu'il n'arrive pas à dire ce qu'il veut dire en fait. Heureusement qu'il a un médiateur. Il est frustré aussi beaucoup. Ouais, tu sens. Non, moi c'est le plus classe. Moi je trouve de tous. Pareil, c'est celui qui a le truc, comment dire, le style vestimentaire le plus intemporel en fait. C'est-à-dire que tu pourrais le mettre aujourd'hui avec cette gueule là, il passerait. On voit que Lennon n'est pas l'air en super santé. Je pense que c'est aussi l'époque où il devait pas être en super forme. Il est à moitié sale et tout. Il est un peu habillé comme un clochard. Il a une mauvaise peau, je pense. Il a pas l'air bien. Je sais pas ce qu'il est arrivé, mais il a pas l'air en forme. Même Harrison. Non, mais par contre, Lennon, quand on voit, parce qu'il y a des belles images aussi des sessions d'enregistrement de Plastic Ono Band et de l'album sans nom d'ailleurs, notre album. L'album éponyme. Avec Phil Spector d'ailleurs. Il a déjà là un meilleur style, il a repris du poil de la bête. Et là c'est le plus classe largement. Moi, je préfère qu'il ait plutôt les cheveux courts. Oui, après ses cheveux à 65-66, il a une pure ganache aussi. Avec en mode un peu campagnard là. Ouais, mais tu crois pas du tout McCartney au côté campagnard. Alors que Harrison dans Get Back est plus dans une vibe un peu Trois Mousquetaires. C'est ça, un peu Francis Lalanesque, un peu lananesque. Les boots en mohair. Et Eric Goster est attifé comme l'as de pique, mais il s'en fout complètement. Ringo, il suit un peu la cool. ça lui va très bien. C'est cool. Donc c'est cool. Faut attendre un peu plus longtemps pour qu'il se mette à ressembler à Darky. C'est à partir du moment où il met des jogging. Oui, c'est ça. Jogging Adidas et il fait de la batterie toute la journée. C'est pour ça lunettes bleues, jogging Adidas. Je crois qu'il a trouvé son style dans les années 90. C'est ça. Voilà.
l'élégance même, quoi. C'est clair. Donc merci messieurs, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à Valentin à la technique. Donc voilà, écoutez les Beatles, c'est quand même pas mal. Merci JB, merci Docteur, merci Mathieu d'être passé par chez nous. Tu reviendras quand on reparlera de musique, peut-être. Ça sera plus important. Merci à tous. Parce que cinéma, tout le monde s'en fout. Le cinéma est mort, le cinéma c'est fini. Merci à tous et à ciao, bonsoir. Salut. It was great. Yoko, John and Paul and Billy were doing their freak out. Beatles, yeah. No. That's correct. Billy, Yoko, John and Paul. Because they're all on film. Yeah. What a great bit of film. Yes. The whole place was zooming.